Christophe sur France Maghreb 2. Bonjour tout le monde, merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2, l'émission de référence, ça s'appelle le Grand Forum et c'est tous les jours sur France Maghreb 2 de 16h à 18h avec aujourd'hui un beau plateau qui nous est proposé, des débatteurs qui vont échanger, débattre sur l'actualité, le programme que je vais vous communiquer dans un instant. Pour l'heure, on va accueillir Smaïn Tefour, journaliste. Bonjour mon Smaïn. Bonjour mon cher Christophe, comment tu vas ? Ça va très bien, bienvenue à toi mon Smaïn. Merci encore une fois, merci pour l'invitation. Donc merci aussi à Tarek et puis à Noah, mon copain. On vient tout juste de se connaître, mais il m'est sympathique. Noam Anouar, effectivement, qui est avec nous, c'est sa première. Salut mon Noam, comment ça va ? Salut, bah écoute, ça va, merci, comme un vendredi soir. Alors comme le veut la tradition de cette émission, comme c'est ta première en tant que chroniqueur, est-ce que tu peux te présenter pour les auditrices, auditeurs, qui est Noam Anouar, même si on le connaît un petit peu ? Alors, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors là, ça fait pas partie de l'émission, hein. Matcharfin, frère, la famille, non, mais les ça, tantes, la sœur, la mère, la belle-sœur, tout le monde va bien. Tu t'étais né en France. Non, mais Non, mais là, on est en famille, là, c'est... non, mais là, vous le direz à 18h, il y a l'émission. Vas-y. Il y a l'émission religieuse qui commence à 18h. Donc vous resterez à 18h pour redire la même phrase. Ah, n'aie pas peur, le raid va pas débarquer, t'inquiète pas, je crois. Non, je plaisante. Bon, c'était une façon de dire, voilà, en fait, effectivement, c'est un pas qui est franchi. Je te remercie, Christophe. Je vais essayer d'intervenir au moins une fois par mois à l'antenne. Donc, je suis Noam Anouar, donc un ancien policier. Je suis connu pour ça, en tout cas, pour avoir fait une carrière d'une quinzaine d'années dans la police en Seine-Saint-Denis. Et j'ai écrit 2 livres. Donc, La France doit savoir. Et le dernier en date, les 100 conseils pour votre sécurité. Donc, je participe régulièrement à des émissions d'actualité sur les chaînes de télé et sur divers médias, internet, dont le Média TV, voilà, pour laquelle je suis également chroniqueur. Très bien. Tarek Mami est avec nous comme tous les vendredis. Comment ça va mon Tarek ? Bonjour cher Christophe, bonjour à toutes, bonjour à tous. Et vous serez rejoint par la porte-parole ou l'une des porte-paroles de Yannick Jadot, Sabrina Sebahi, qui sera avec nous dans quelques instants. Elle me dit qu'elle a un petit peu de retard. Tout excusé. Voici le programme pour aujourd'hui. Les époux Balkany risquent de retourner à la santé. Oui, mais est-ce qu'ils en font un peu trop là, les époux Balkany ? On en reparlera avec un beau cinéma bien orchestré tout à l'heure. Les candidats à la présidentielle, de cette présidentielle 2022, on en parle évidemment plus que jamais. On approche petit à petit du premier tour de cette élection le 10 avril prochain. Est-ce qu'ils sont à la hauteur, ces candidats ? Je vous donnerai quand même quelques petite sortie malheureuse pour notamment Valérie Pécresse, pour Marine Le Pen et pour d'autres aussi. On verra en tout cas, est-ce qu'ils sont à la hauteur de ce qu'ils peuvent proposer, des attentes, des propositions. On peut s'interroger aujourd'hui, est-ce que Emmanuel Macron peut dormir tranquille sur ses 2 oreilles ? Là aussi on pourra se poser la question au vu du casting qui nous est proposé. Le zapping bien sûr, et puis notre invité tout à l'heure pour nous annoncer le lancement, c'est tout frais là, ça a été lancé hier sur internet, ça s'appelle islamophobia.fr, c'est un portail qui se veut être un portail unique consacré à l'islamophobie, une espèce de média. En tout cas, Rafik Cheka qui sera avec nous tout à l'heure nous en parlera évidemment pour nous donner un petit peu plus d'éléments sur cette tentative donc de ce lancement de ce site www.islamophobia.fr. C'est parti pour le LGF, soyez-en les bienvenus messieurs dames sur France Maghreb 2 comme tous les jours. Ça commence mon cher Noam, Smaïn et Tarek Mami par un petit quiz. Bienvenue dans le Grand Forum présenté par Christophe Fro. Le Grand Forum. Histoire de commencer cette émission dans la bonne ambiance, un petit quiz. Un quiz qui mélange questions d'actu et questions liées à l'éphéméride des événements qui se sont déroulés un 4 février, ça tombe bien. Première question, question cinéma. Quel cinéaste, producteur, écrivain et dramaturge obtient à Hollywood le prix du meilleur film étranger en 1941 pour son film La femme du boulanger? Acteur peut-être Fernandel? Non, ce n'est Alors, pas. La femme du boulanger, c'est Pagnol. C'est Pagnol. Pagnol. C'est Marcel Pagnol. Bonne réponse. D'accord. Marcel Pagnol, effectivement. Avec Marius, Avec comme Marius. personnage principal. J'ai pensé Pagnol, j'ai dit Fernandel, mais c'est bon. Allez, 1-0. Allez, on continue. 1-0, c'est parti. Star Coqueluche. Attention, quelle chaîne de télé a été interdite en Allemagne par le CSA local? Mais quelle année? Là, c'est une question d'actu, là, c'est paru hier. Non, c'est paru hier. Quelle chaîne a été interdite en Allemagne? Chaîne de télé. RT. Oui, bonne réponse. RT Russie. RT Russie allemande, qui a été interdite par les Allemands. Par logique, quoi. Et les Russes ont fait la réciprocité, hein. Ils ont interdit une chaîne allemande aussi. Voilà. D'accord. Voilà.
Je cherche à présent un poète, scénariste, écrivain, né à Neuilly-sur-Seine en 1900. Alors, petit indice, Quai des Brumes ou encore Les Enfants du Paradis. Il est mort, ce poète, le 11 avril 1977. Très connu. Poète, Poète. Vas-y. Scénariste, écrivain, né à Neuilly-sur-Seine en 1900. Quai des Brumes, ça vous dit rien? Oui, si, le film est très connu. Les Enfants du Paradis. Moi. Le film est connu aussi, sauf que... Son prénom est Jacques. Prévert. Prévert, bonne réponse. Jacques Prévert. Ça nous fait une égalité parfaite, un partout, pour tout le monde. 4e question. Quel leader politique a été hospitalisé mercredi soir à la suite d'un AVC? Je dirais pas Madame Balkany, parce que Non. c'est pas Le leader Pen. politique. Le Pen, bonne Pen, réponse, Jean-Marie Le Pen. c'est vrai, ouais. Hospitalisé, il a Pour un AVC léger. 87 ans. Il a 93 ans. 93, ah ouais. Ouais, 93. toujours en forme et il soutient sa fille. Voilà. Vous connaissez sa phrase préférée? Je sais pas laquelle. Oh là là, il va dire une bêtise. Là. Non, c'est Le Pen qui J'ai parle. rien à voir avec lui, je le connais pas. C'est la première fois que je le Il dit- rencontre. Donc, je préfère en gros ma famille à mes voisins. Non, je préfère ma famille à mes cousins à mes voisins, et mes voisins à l'étranger. Mais ça, c'est un dicton égyptien. Oui. Non, mais lui, il l'a popularisé. Ouais. Il l'a traduit, on va l'attaquer en justice. Je cherche à présent un journaliste, producteur et animateur de télé né à Libourne. C'est son anniversaire, en 1947. Il a fait les grandes heures de Télématin notamment. Tous les matins. Oui, sur France 2. C'est français, oui. William Lémergie. William Lémergie, très bonne réponse. Tarek Bami, bon anniversaire à William Bien, qui aujourd'hui Humaine. officie sur C8, dans C8. le gros Absolument. Bolloré. Voilà. Et il a une belle émission qui s'appelle Midi, je sais pas quoi. Oui, exactement. Et elle est décontracte, elle a rien à voir ni avec la politique ni quoi que ce soit. Il est plus du matin, quoi. Maintenant, Il est arrive plus à du midi. matin. Ouais. C'est-à-dire qu'il a un certain âge quand même. 1947, voilà, fait le compte. Hein. C'est la grasse mat. Voilà. 6e question, dans un rapport publié par l'UEFA, combien a coûté la pandémie du Covid-19 en 2 ans, en 2 saisons, au monde du foot européen? On parle en milliards. Hein. Alors, je vais dire une bêtise, 4 milliards Un tout petit peu plus. Noam, tu dis combien? 4,80. Non, mais il se Moins dépêche. de 5. Vas-y. Je dis rien, moi, vas-y. Proposition, celui qui se rapproche plus de la bonne réponse. 5 milliards. 10 milliards, allez, on dit. 5, 10. Et Smaïn? 8 milliards, je dirais. Eh ben c'est Smaïn qui l'a, puisque c'est 7 milliards de pertes donc qu'a coûté la pandémie pour le monde du foot selon l'UEFA Je dans sais un pas rapport comment ils ont publié. fait pour calculer. Hein. Ah bah oui, je sais pas. Attention, le Kikadi. Qui a prononcé cette phrase? Ça te parle, mon cher Noam, puisque on parlait des policiers, c'était à l'occasion justement de... Je vous laisse marquer un point et gagner. C'était à l'occasion donc de Alliance qui avait convoqué les candidats. Moi, présidente, je ne dirai jamais qu'il y a des violences policières. Pécresse, évidemment. Valérie Pécresse, écoutez plutôt. Présidente de la République, je serai à vos côtés, ça veut dire quoi? Ça veut dire que jamais je ne dirai qu'il y a des violences policières dans la société. Voilà, c'est Valérie Pécresse qui a formulé cette petite phrase. Ça fera plaisir à la famille Chouvia ou à d'autres, hein, évidemment. Bon, Chauvia. Chouvia, oui, absolument. La famille Chauvia. Ah, Noam, n'est-ce pas? Ah, vaste sujet. Vaste Chauvia, sujet, oui. Juste pour le prénom, quoi la famille, c'est Chauvia. Ouais, Chouvia. Chauvia, ouais. Chouvia, ouais, bien sûr. Ouais, Cédric Chouvia, évidemment. Donc voilà, Valérie Pécresse, pour elle, il n'y aura pas de violence policière. Bon, qui a gagné là? J'ai même pas compté. Ah bah moi. c'est moi. Forcément. Non, bah alors, ok, tant mieux. Voilà. Tout va bien. Merci d'être avec nous dans un instant. Sabrina, le bonjour. zapping. Et notre Sabrina Nationale qui nous rejoint, porte-parole de Yannick Jadot chez EELV, Europe Écologie Les Verts. Oui, il y a encore de l'écologie en France. Ça fait plaisir. Comment ça va, ma Sabrina? Ça va tout le monde? Oui, Bonsoir ça va. à tout le monde. Installe-toi. Comment ça va? Bah écoute, ça va, hein. Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, ma Sabrina. C'est vrai. Je te présente Noah Manoir. Attention, c'est un ancien flic. Fais gaffe. Je connais. Ah ouais? D'ailleurs, oui, je viens spécialement pour Sabrina. Hein. Ah bon? Je viens surveiller Sabrina, on m'a embauché pour ça. Bon. Ok. Smaïn Tefour, que Enchanté. tu connais pas, et Tarek Mami, que tu connais un petit peu. Mais je ne connais que lui. Ah bah forcément. Bon, comment ça va, Sabrina? Ça se passe comment, la campagne? Bah écoute, ça va, hein. Ouais. Le micro, il est encore loin. hein. Les sondages, ils en sont où là? Bah les sondages, ce sont les sondages. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? 4%, je crois. 4. 4. Ouais, il me semble. Et il va falloir faire quelque chose parce que sinon ça sent le non-remboursement, ça.
Mais non, t'inquiète pas, les écologistes sont toujours sous-estimés dans les sondages. C'est vrai? Ben oui. Bon. Alors, Mélenchon, il dit qu'il est sous-estimé. Les écolos, ils sont sous-estimés. Je crois qu'on va trouver au deuxième Est-ce que tour. Macron dit qu'il est surestimé? Jadot contre Mélenchon au deuxième tour, quoi. Hein? Est-ce que excuse-moi, mais nous, aux européennes, on était estimés à 6%, on a fait quasiment 14%. Donc, on est sous-estimés. C'est pas mal, c'est vrai que 14% au présidentiel, tu y crois vraiment, Sabrina, ça, sérieusement? Mais bien sûr. Avec ces candidats de plus qui se rajoutent? Ah bah tu sais, les candidats se rajoutent. J'ai envie de te dire que il me semble qu'en 81, même si c'était pas le contexte, il y avait 5 candidats à gauche, ça les a pas empêchés de gagner à la présidentielle. Hein. Faut arrêter avec le mythe. 81, non. Si. Non, mais si vous comptez les 3 petits de l'extrême gauche qui est toujours là. Bah là, on compte tout le monde. Là, on compte tout le monde. Arlette. Il y avait Arlette. Non, vous pouvez dire, par contre, pour l'année de la chute de Jospin. En 2002. En 2002. Oui. Il y en avait 4 vrais au moins, puisqu'il y avait Mélenchon. Il y avait... non, il n'y avait pas Mélenchon, il y avait Jospin. C'était Robert Rue. Non, il y avait Robert Rue. Oui. Il y avait Jospin. Oui. Il y avait Taubira déjà. Il y avait Chevènement. Et il y avait Chevènement. Donc 4 vrais et 3 de l'extrême gauche. Donc l'année record pour les candidats de gauche, c'était 92. Oui. Et 2002, et on se rappelle effectivement que Jospin... mais c'est normal, Sabrina n'était pas née en 81, donc elle a lu ça dans les livres, contrairement. Monsieur, elle était née. Elle était petite, mais elle était née quand même. Je suis née le 10 mai 81. Ah ouais? Quoi? Ah oui, je suis né le 10 mai 81. Donc vous saviez qui il y avait comme candidat juste avant votre naissance. Tu es né avec l'arrivée de la gauche en France. C'est ça. Ouais, je sais pas si ça t'apporte bonheur. L'arrivée de Mitterrand. Je sais pas si ça te porte bonheur, ça. De la gauche mitterrandiste. C'est ça. Christophe, oui, Ismaël. Jadot est crédité de 6%. Ah. Dernier sondage. Hein. Dernier sondage. Ça dépend. Oui, Mélenchon, 9%. En fait, ils ont donné une fourchette, 4 à 6%. Donc, parce que hier soir, chez Harris, Mélenchon était à 11. Voilà, et moi j'ai lu 9,85 hier, donc tu vois, voilà, on peut aller loin. Quoi. Alors le taux d'erreur accepté, c'est entre 1,5 et 2. C'est pas une vers science le bas exacte, ou vers là haut, oui. Oui, mais bon, Tarek Mami, les sondages, on sait que c'est pas une science exacte. Ouais, puis non, c'est la photo du jour. Il y a un événement de positif ou négatif. Oui, c'est la photo du jour. Scrutin, moi, s'il y a un auditeur qui a été sondé, qui nous appelle tout de suite, j'aimerais bien savoir, parce que j'en connais aucun. Moi. Bon, par contre, vous avez aujourd'hui un nouveau roll-up, ils appellent ça, qui va faire un sondage, je sais pas à partir de quelle date, tous les soirs. Et donc lui, tous les soirs, et on va voir si quelqu'un a gagné 0,2 ou s'il a perdu 0,2. D'ailleurs, il n'y a pas d'estimation de l'abstentionnisme. Si, elle est automatique, elle est à 62%. À peu près de 60%. 62% pour le moment. En fait, là, on a sondé les 40% de gens qui vont voter. Qui sont sûrs de voter. Et qui ne savent pas, et qui ne sont pas sûrs pour qui ils vont voter. Mais mon cher Tarek, ça va être exceptionnel cette présidentielle, pour la simple raison qu'il y a donc quelque part des francs-tireurs. Donc du coup, je pense moi que ça va être exceptionnel. Pour la simple raison que... Vers le haut ou vers l'abstention? Non, justement, vers le haut, pas l'abstention. Vous allez voir, parce que les gens sont sensibilisés en ce moment, ne serait-ce que par rapport au discours un peu radical de Zemmour. Donc du coup, franchement, moi je pense que toute la communauté va bouger, déjà à la base, et qu'il y a aussi des méchants. Comme dira Samir Abdeslam à partir de 18h pour la religion, que Dieu vous écoute. Non. Moi, je pense que les sondages, sont en train de tuer la démocratie. Ouais. Moi, il y a un sondage qui est un peu passé inaperçu chez les macronistes, c'est que 53% des Français estiment que l'élection d'Emmanuel Macron n'était pas une bonne chose. Alors, je vous rajoute, cher Christophe, c'était pas... Combien, pardon 53. Non, c'était pas... 53, c'est bien ça. Oui. Dites pas non, c'est 53%. Comme pour les sondés, si vous connaissez une personne satisfaite, dites-le nous appeler, parce que moi, j'en connais pas. C'était 57. Qui n'étaient pas satisfaits. Là, c'est pas qu'il y a la hausse alors. Oui, c'est 57 qui disent que c'était pas une bonne chose. Il y a aussi un sondage qui dit que dans les gens de gauche, la personnalité préférée politique, c'est Yannick Jadot. Oui, c'est qui il a l'air plus sincère. C'est les mecs de l'ALB qui ont été sondés, c'est quoi? Comment ça se passe? Pas du tout, c'est l'électorat de gauche qui a été sondé. Alors parce qu'ils considèrent que Jadot est de gauche. Oui, je pense que le curseur de l'écologie, il est complètement à gauche. Il aurait dû passer à la primaire, comme ça, il aurait eu... il est arrivé deuxième. On a déjà fait une primaire. Oui, je sais bien. On va pas refaire des primaires. Mais j'entends par là celle sur l'invitation de Taubira qui voulait... mais il y a une confusion, là. Les sondages sont complètement... Moi, je pense que s'il y a une chose, là, on parle à
une communauté qui nous écoute, c'est de rappeler qu'il est a priori encore temps de s'inscrire sur les listes électorales. Exactement, jusqu'au 4 mars. Jusqu'à 4. Ça, je pense que ça fait jouer le delta de façon sérieuse, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune excuse pour ne pas aller chercher sa carte. Là, on parle de concret, c'est-à-dire que les mairies sont ouvertes pour beaucoup, les services d'état civil sont ouverts en semaine, parfois le samedi matin. Il faut s'inscrire, ça se fait même sur Internet à certains endroits. Oui, c'est très simple. Mais moi, en fait, je pense qu'il faut, normalement, il faut que tout le monde soit inscrit automatiquement sur la liste électorale. Il n'y a pas besoin de faire de démarche pour s'inscrire. Ouais. En l'état, c'est pas le cas parce qu'il faut pas. Pour les jeunes de 18 ans, si maintenant. Pour les jeunes de 18 ans, l'inscription est automatique. Mais on a intérêt à vérifier. Et ceux qui ne sont pas inscrits, c'est ceux qui changent d'adresse. Ou ceux qui n'étaient pas inscrits. Voilà, jusqu'à aujourd'hui. C'est ça. C'est ceux-là qui on parle. Bon, il y a un sondage qui est sorti aussi, qui est très intéressant, qui me dit que c'est l'heure de la pub. Donc on se retrouve dans un instant. À tout de suite. Le LGF sur France Maghreb 2 avec un beau plateau, Sabrina Sebaï qui nous fait l'amitié de revenir aujourd'hui. Ça y est, elle était trop occupée avec Yannick Jadot, elle nous a oubliés. Voilà. L'une des porte-paroles, parce que vous êtes plusieurs. Oui. Voilà, je dis pas de bêtises. L'une des porte-paroles de Yannick Jadot. Chez ELV, candidat ELV bien sûr. Smaïn Tefo est avec nous, journaliste Noah Manoir aussi avec nous. Je sais pas comment te présenter d'ailleurs, ancien flic. C'est vrai que j'ai plusieurs cordes à mon arc. Je suis chroniqueur aux Média TV, je suis auteur de 2 livres. Auteur et ancien flic, voilà. Voilà, c'est ça. Tarek Mami est avec nous, que vous connaissez, journaliste et accessoirement aussi patron de la radio, de temps en temps. Quand les factures arrivent et qu'il faut les payer. C'est ça. Allez, c'est parti pour le zapping, les amis. Le zapping, c'est les événements qu'il ne fallait pas rater, évidemment, tout de suite. On commence avec les Jeux Olympiques d'hiver qui ont démarré aujourd'hui en Chine, bien sûr. Et l'ambassade de Chine était l'invité de France 2. Il était un petit peu gêné par les questions du journaliste. Écoutez. On est étonné de voir que la Chine a réussi à être tellement bien épargnée par le virus. Comment vous faites? On a effectivement appliqué des mesures très strictes pour prévenir la propagation des virus. Vous êtes à 100 000 cas à peu près depuis le début de l'épidémie, c'est ça, et 4 600 morts. Chez nous, en France, on est à plus de 400 000 cas par jour et à plus de 130 000 décès sur un pays qui est infiniment plus petit. On est vraiment nul ou vous ne nous dites pas tout à fait la vérité? La vérité? Ouais. C'est nous qui sommes nuls? Enfin, comment vous faites? L'épidémie est partie de chez vous? L'épidémie, en tant qu'épidémie, elle est déjà partie. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que Peng Shuai assistera à la cérémonie d'ouverture demain? Oui? Elle sera là? Oui. Dans la cérémonie? Qui? Peng Shuai. Cette joueuse de tennis. Je ne sais pas. Vous savez pas? C'est cette joueuse qui, sur les réseaux sociaux, a accusé un dignitaire du PC chinois d'agression sexuelle. Elle va assister à la cérémonie chez elle. Ouais. Comment elle va? Où elle est? Est-ce que vous pouvez nous donner de ses nouvelles? J'ai pas de nouvelles. Vous n'avez pas de nouvelles? Si elle veut participer à un tournoi de tennis en France, elle peut venir. Par exemple, si on l'invite à Roland-Garros, elle peut venir. Je ne sais pas si vous l'invitez. Si on l'invite, est-ce qu'elle viendra? Je suis sûr que la Fédération française sera heureuse de l'inviter. Oui, si, vous l'invitez. Et si on l'invite, elle viendra? Je ne sais pas. Je ne suis pas des autorités compétentes de la Chine. Bon, vous savez que c'est quand même un sujet qui inquiète beaucoup de gens, de savoir ce qu'est devenue cette jeune femme. Oui, peut-être ça vous intéresse, mais ça ne m'intéresse pas. C'est violent quand même, franchement. Là, l'ambassadeur de Chine, franchement, bof. Peut mieux faire quand même, je sais pas ce que vous en pensez. Non, moi j'aime bien. Ah ouais? Ouais, c'est-à-dire que je trouve que le journaliste se comporte d'une façon relativement effrontée, compte tenu, on va dire, de l'importance de la personnalité qu'il a en face de lui, parce que la Chine, c'est quand même une puissance émergente, c'est des gens je veux dire, c'est quand même 1 milliard d'habitants sur la planète, c'est un leader économique, militaire, un membre permanent du Conseil de sécurité, donc on ne s'adresse pas à l'ambassadeur de Chine comme si on était au Café des Sports, et là je trouve que déjà lui demander... lui suggérer en fait l'éventualité qu'il pourrait mentir en lui disant est-ce que vous êtes un menteur ou est-ce que vous me dites la vérité. Je veux dire, il y a des questions de politique intérieure en plus chinoise, donc il y a quand même, moi je suis pas partisan du droit d'ingérence ou comme ça on peut s'occuper de ce qui se passe chez les autres. Moi si la France a
a besoin, je veux dire, c'est suffisamment inoccupé pour aller s'occuper des affaires intérieures de la Chine, notamment des affaires de santé ou des affaires criminelles. On peut juste s'interroger quand même, parce que 4600 morts pour une épidémie qui est partie de chez eux, bon... Et alors, c'est quoi l'idée? C'est de dire finalement, votre pays n'est pas sûr au plan sanitaire. C'est dire que vous n'avez peut-être pas dit toute la vérité. Et alors nous, en France, on dit la vérité, on est sûr d'avoir la vérité. Je veux dire, on en est au point de museler, je sors un petit peu, mais de museler des médecins, les radier au Conseil de l'Ordre, etc., parce qu'ils émettent leur avis tout simplement scientifique et qu'il n'est pas conforme à celui du ministère de la Santé. Et on donne des leçons aux Chinois. Moi, je sais pas, ça me met pas à l'aise, quoi. Si tu veux, j'estime qu'effectivement chez nous, on fait ce qu'on veut, parce que en tant que Français, mais dire aux autres ce qu'ils ont à faire quand eux, je dirais, fournissent du résultat. Je veux dire. Moi, je sais pas. Je trouve que c'est assez condescendant cette interview. J'aime pas du tout. En fait. Ouais, Sabrina. Bon. Moi, je suis pas tout à fait sur cette ligne-là parce que c'est vrai que le début de l'épidémie, ça a été très très chaotique et en fait, on a mis beaucoup de temps à avoir les informations et je pense que c'est des mois et des semaines précieuses qui ont été perdues. Justement pour limiter la propagation du virus et pour éviter des centaines de milliers de morts. Peut-être qu'on a eu les infos, mais on ne les a pas transmises. Non, on les a eu très tard, les informations. Après, il y a des choses qui ont fuité, mais déjà, c'était trop tard. On sait que l'épidémie, visiblement, elle aurait commencé dès novembre 2019. Donc, nous, quand on commence à avoir les informations, c'est déjà beaucoup plus tard. Et après, je suis désolée, c'est quand même un pays qui a des pratiques, on pourrait ne citer que les Ouïghours, sur le travail forcé, sur les camps de concentration qui existent. Nous, on est, pour le coup, on a été très clair là-dessus, y compris Jadot qui avait demandé. Nous, on vend des armes pour aller massacrer le Yémen. Oui, mais on est en fait. Je peux t'en citer aussi des exemples. Il faut se préoccuper il faut traiter toutes les choses de la même manière, en fait, à ce niveau-là. À condition que ça a un intérêt. Je veux dire, on sait très bien que c'est pas nous qui allons micro-pays dans l'Europe, même si la France fut jadis un empire, etc. Je veux dire, on n'a aucune leçon à donner aux Chinois et de toute façon, ils attendent rien de nous. Question, Sabrina. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des élus écologistes comme députés? Non, il y a 0 député, non. ELV, tu veux dire? Oui. Non, il n'y en a pas. Non, je retire ma deuxième question. Ouais, parce que, en fait, c'était la deuxième question, est-ce que vous avez voté pour les Ouïghours? On n'a pas de députés ELV, mais on a les députés du pôle écologiste qui ont voté pour la reconnaissance du génocide des Ouïghours. Oui. C'est pas un génocide. Pour la reconnaissance. Pour la reconnaissance. Tant que c'est pas prouvé. Non, mais c'est le mot génocide que Mélenchon conteste à l'utilisation. Absolument, je suis tout à fait d'accord avec lui, parce que le génocide, attention, en termes de droit, il y a un corollaire de sanctions qui, justement, met vraiment les personnes responsables des génocides devant un tribunal international. On est d'accord, mais est-ce que le mot crime contre l'humanité, c'est la même chose ou pas? Non. Ce serait bien qu'on parle par exemple de notre propre histoire, c'est-à-dire de l'Algérie, puisque là le Ouïghour c'est l'actualité. L'Algérie, ça fait environ 60 ans. Voilà, je veux dire, c'est 60 à 70 ans. Donc non, 60 pour les accords d'Évian, mais je veux dire, il y a eu des massacres pendant 10 ans et avant il y a eu Sétif, 45, etc. 45. Alors, donc je veux dire, moi je veux bien donner des leçons aux Chinois, mais étant français, j'aimerais bien quand même qu'on se penche sur ce qui s'est passé le 8 mai 45 à Sétif. Alors les massacres, voilà, par exemple, en Algérie, c'est 1830. À 1962. Voilà, on peut remonter très loin, ça c'est pas le souci. 2 ans. Mais en fait, c'est pour ça qu'il faut tout traiter vraiment pour le coup de la même manière. C'est-à-dire qu'il ne faut pas distinguer les Moi, j'ai pour habitude... La question de l'Algérie, certes, il faut... nous, on est pour déclassifier les archives, pour avoir un travail des historiens, pour une reconnaissance des crimes qui ont été commis. Je pense que ça ne doit pas non plus nous faire fermer les yeux sur ce qui se passe en Chine. Alors, pardon, on est sur une radio communautaire. Donc moi, par exemple, je fais le lien entre ce que Macron a dit avant la campagne pour être élu. Il a dit oui, alors les événements qui sont passés en Algérie, ce sont des crimes contre l'humanité, les Algériens, les Maghrébins ont appelé. Et là, la semaine dernière, il y a une reconnaissance justement des crimes qui ont été commis par l'armée française contre les militants de l'OAS. Donc je veux dire, il est passé là, c'est un saut, c'est plus un grand écart ou un virage. C'est du en même temps électoral. C'est un salto arrière là, c'est un truc. C'est du en même temps. Cher Noam, on considère que France Maghreb 2 n'est pas une radio communautaire, c'est une radio sur la thématique communautaire. Bon, je sais pas, moi je lis Maghreb, je pense que ça s'adresse au Maghreb. Non, mais justement, comme c'est votre première, donc c'est une radio qui est sur la thématique communautaire, mais dont les auditeurs ne sont pas à 100% bien sûr. communautaires, oui, sinon ce serait communautariste. Voilà. Qui s'adresse à titre principalement à la communauté franco-maghrébine, dont la majorité aujourd'hui est française. Voilà, donc en ça, moi je suis d'accord avec Smaïn et accessoirement Mélenchon.
c'est pas nier ce qui se passe en Chine. D'ailleurs, on n'en sait absolument rien. Je veux dire, il n'y a pas d'observateur neutre, que ce soit de l'ONU ou ailleurs en Chine. Et moi, je veux dire, il n'y a pas besoin d'aller jusqu'en Chine. Hein. Moi, je te ramène à Paris, à Alger, à l'époque où l'Algérie était française. Voilà, on a massacré délibérément des Algériens et des Maghrébins d'ailleurs dans l'ensemble, parce que les massacres ne se sont pas limités à l'Algérie. Et donc, moi, je donne pas de leçons aux Chinois, dans le sens où moi, ce que j'attends de Macron, c'est pas de faire condamner les crimes contre les Ouïghours, même si c'est important. Alors, vous avez les mêmes massacres par la colonisation française au Sénégal, au Vietnam. Voilà, alors pourquoi on va donner des leçons aux donc Chinois? en Asie et en Afrique, le napalm, c'est pas français. Non, j'entends par là que les Vietnamiens ont été les premiers à expérimenter le napalm. Alors je reviens peut-être à la question. Je reviens peut-être à la question de Christophe. C'est-à-dire, quand on est journaliste et on reçoit un ambassadeur, la question n'est pas c'est un joueur de foot. La question doit être... C'est une joueuse de tennis. Oh non, mais je fais exprès, cher Christophe. Elle doit être structurelle. Par exemple, la question Sabrina, ce monsieur, l'ambassadeur, est-ce que la Chine disposait d'informations au début de Covid qu'elle n'a pas communiquées au reste du monde? Ça, c'est une question d'ambassadeur. Pourquoi elle l'aurait fait? Voilà, je veux dire, tu vois. Mais un joueur de trucs, moi je compatis, il n'y a pas de problème. Mais on centralise pas une interview sur une question comme celle-là. C'est plutôt les rapports entre États. Et par exemple, j'ai pas tout entendu, donc peut-être qu'il a posé... Il y a une responsabilité à partir du moment où on est face à un virus qu'on ne contrôle pas, qui se propage en dehors d'un périmètre qui a été... Là, on pose la question à l'ambassadeur, et pas sur la joueuse de tennis. Il faut dire, mais avez-vous des informations... Un peu de diplomatie quand même. La déontologie journalistique veut à ce qu'on s'adresse à un ambassadeur qui fait partie du corps sur les questions des relations entre États. D'ailleurs, quelqu'un qu'on appelle son excellence, dans le jargon de la diplomatie, on l'appelle son excellence, on peut l'appeler monsieur. Moi, il est ce monsieur, alors je crois que c'est Lou Chaillet. Il me semble qu'il a fait Thinkerview, un média dans lequel moi aussi j'ai été interviewé. Moi, je trouve extrêmement courtois. Il vient en France. Alors, en théorie, je veux dire, ils ont 1 milliard d'habitants, mais le type est quand même parfaitement francophone. Il est extrêmement poli. Il a tous les codes pour communiquer. Moi, j'aime pas l'arrogance en fait avec laquelle le journaliste s'adresse à lui. Après, le fond, je veux dire, on peut discuter du fond. Hein. Alors, pour ceux qui ne savent pas, il y a aujourd'hui en France un nouveau conseil qui s'appelle le CDJM, qui est le Conseil de déontologie de la presse, qui a 1 an d'âge. J'ai été parmi les fondateurs de cette institution, mais c'est pas pour moi que je parle, mais pour l'institution, et qui dit, quand vous lisez un article de presse ou quand vous voyez une émission et que vous sentez, vous, que la déontologie n'a pas été respectée, vous saisissez le conseil qui rend une décision différente du CSA, différente des tribunaux, et qui permet de réinjecter de la déontologie dans ce métier. Sinon, dans le zapping, j'ai du Gérard Larcher qui s'en prend à Macron, qui ne veut pas débattre apparemment. Écoutez. Nous avons la nécessité d'un débat démocratique. Donc, le président de la République, qui va devenir maintenant candidat citoyen, eh bien, il faut qu'il débatte avec les autres candidats. Il faut qu'il débatte avec les autres candidats, Sabrina? Emmanuel Macron ou pas? Déjà, il faut qu'il se déclare candidat. J'ai envie de dire. Il n'est toujours pas candidat. On est à moins de 70 jours maintenant du premier tour de l'élection présidentielle. Il utilise, en tout cas, il a tenté d'utiliser, et il réussit un peu quand même sur la présidence française de l'Union européenne en distribuant des tracts et en collant des affiches. Il y a les jeunes avec Macron qui ont sorti un tract. Enfin, tout ça, franchement, ça pose... On parlait de déontologie. Là, pour le coup, ça pose une réelle question sur la question des comptes de campagne, de démocratie de comptes de campagne, où il imprime des documents de campagne qui ne disent pas leur nom, qui ne seront pas intégrés à ces comptes de campagne. Oui, c'est pas pour défendre le Macron, mais c'est un usage de la Ve République dans ce pays. Je vous rappelle que Mitterrand, pour son 2e mandat, il s'est déclaré à moins de 30 jours de la deuxième de l'élection, ce qui a fait, il a fait un meeting. Et vous avez Sarkozy qui a fait la même chose. Donc il faudrait presque faire une loi les présidents en titre, s'ils décident de s'engager, doivent, comme on dit qu'il faut que ce soit... Non, mais c'est pas se soumettre. Non, mais c'est pas se soumettre. C'est comme, par exemple, le 26 février, c'est la date limite des parrainages. On peut dire 90 jours avant le premier tour, le président, s'il souhaite y aller, doit annoncer. Donc, pour qu'il y ait un respect, une égalité des citoyens. Une égalité des citoyens et non pas des candidats. Je m'en fous, moi, des candidats, mais je veux que les citoyens sachent à qui ils ont affaire. Y compris sur l'occupation du temps médiatique, parce qu'il intervient en tant que président de la République et pas en tant que candidat. D'ailleurs, sur une saisine, je crois, de M. Jadot, dernièrement, le CSA a été obligé de prendre dans un discours une espèce de pourcentage mal taillé pour dire sur 60 minutes, je prends 35 minutes en tant que président,
et le reste comme candidat. Comme majorité gouvernementale. Ah ouais. Ouais. Bon, sinon dans le zapping, il y a Jean-François Copé qui fait son retour dans les médias. Il était l'invité d'Europe 1 ce matin et à propos... Il est arrivé avec des croissants ou pas? Pas au chocolat. Pas à ma connaissance. C'est pas le ramadan. Ouais, c'est pas ramadan. À propos de Macron qui se veut être un espèce de médiateur dans la crise ukraino-russe et il va aller rencontrer évidemment Poutine donc en début de semaine. Il ne faut pas que le président nous fasse croire qu'il va réussir à régler l'affaire pour Jean-François Copé. Écoutez. Et donc, il ne faut pas qu'il fasse croire qu'il va régler la crise ukrainienne en allant voir M. Poutine, alors que tout le monde sait que M. Poutine, il a besoin de personne pour prendre une décision qui lui appartient, sur laquelle on n'a aucune manière de peser, sauf une chose, c'est que le jour où il l'a prise, vous savez, c'est comme une partie d'échecs, si vous êtes joueur d'échecs, vous savez ça, c'est à lui de jouer. Et donc, M. Macron peut aller le voir 10 fois, faire de la politique intérieure avec ça. Le sujet, c'est qu'à la minute où M. Poutine prend sa décision, il lui appartiendra de savoir s'il a plus à gagner s'il gagne qu'à perdre s'il perd, sanctions économiques, désordre à l'est de l'Europe et tout ce que cela peut avoir comme conséquence derrière. Donc, sur ces sujets-là, ce qui me paraît important, c'est de gérer les étapes de la campagne. Jean-François Copé ce matin sur Europe 1. Franchement, Macron, il veut jouer à quoi dans cette histoire-là? Moi, la prochaine fois, quand on a le temps, je vous propose qu'on fasse du zapping avec ces mêmes personnes. Qu'est-ce qu'ils disaient quand cette question était posée quand Sarkozy était Premier ministre et qui faisait le même comportement, y compris Pécresse, vous l'avez diffusé d'ailleurs une quinzaine de jours, qui dit non, faut pas confondre, il y a le président, il y a le futur candidat, et peut-être en écoutant le même zapping quand on est au pouvoir et quand on est dans l'opposition, tout le monde fait pareil, tout le monde critique parce que c'est pas lui, c'est pas son poulain qui fait la chose. Oui, mais Macron qui se veut être médiateur dans l'affaire de l'Ukraine, là. Il fait de la politique intérieure en allant à Moscou. Ouais, mais la France pèse rien, Tarek. Non mais il fait de la politique intérieure. Ça se passe entre les Américains et les Russes, les Français sont à part. Oui, ça se passe entre les grands, il a bien raison. Voilà. Je dis pas le contraire. La question, c'est l'Alliance Atlantique. Voilà. Je veux dire, globalement, comme d'habitude, on fait en fait on fait le sale boulot pour sous-traiter le travail des États-Unis, quoi. Voilà. On est membre de l'OTAN, je veux dire, ce que Biden n'a pas envie de dire, c'est Macron qui le dit, parce que ça lui donne une stature d'homme international. Voilà. C'est un type qui, je me souviens, au moment où il avait limogé, entre guillemets, le général de Villiers, qui s'habille en soldat de l'armée de l'air, et puis qui dit aux militaires, je suis votre chef. On ne sait même pas si lui-même a fait son service, je pense pas, compte tenu de son âge. Non, parce que moi, trop jeune pour moi je suis de 75, j'étais l'avant-dernière année du service. Je l'ai fait, ceux de 76 l'ont fait aussi, donc lui, il l'a pas fait. 77, il est de mon année, c'est mort pour nous, c'est bon, on n'avait pas besoin de le faire. C'est ça, il l'a pas fait. C'est pas sa faute. Donc je veux dire, on sent qu'il y a un truc qui est de l'ordre du gamin, quoi, qui joue avec la voiture de pompier, donc là, c'était les avions, etc. Mais je veux dire, Poutine, c'est un ancien du KGB, du FSB aussi. Oui, Sarkozy s'en souvient. Bah ouais, non, mais je veux dire, c'est pas la même virilité, quoi. Ouais. Honnêtement. Dans un instant, quoi de mieux pour énerver un insoumis, c'est de lui parler d'Alliance Police. Vous allez voir, c'était extraordinaire. Et puis l'affaire qui tient le Maroc en haleine, c'est l'affaire du petit Ryan. On en reparle dans Zapping avant de recevoir notre invité, Rafik Cheka, dans un instant, pour nous parler de ce portail consacré à l'islamophobie qui a été lancé hier, islamophobia.fr. Le LGF sur France Maghreb 2, Sabrina Sebaï, Noam Anwar, Smaïn Tefour, Tarek Mami sur France Maghreb 2, je le disais donc avant la pause, c'était sur LCI et c'est David Guéroux, donc de la France Insoumise. Pour un insoumis, quand vous parlez de Alliance Police, ça a tendance un peu à les énerver, écoutez. On va parler aussi sur pourquoi M. Mélenchon n'a pas été invité par Alliance. Je ne respecte pas Alliance Police. Je ne respecte pas une organisation qui relaie des caisses de solidarité quand Michel Zecler se fait agresser, non pas pour Michel Zecler, mais pour les policiers qui l'ont agressé. Je ne respecte pas ces gens. Je ne respecte pas des gens qui comparent des journalistes comme M. Tahabouaf dans des tracts à des chiens. Je ne respecte pas des gens qui relaient des fake news pendant la catastrophe de Bretigny. Ces gens-là ont dit que des jeunes de quartier avaient dépouillé des cadavres, ce qui était faux. Je les respecte pas. Je vous entends jamais défendre la police, la France Insoumise. Madame, jamais. Même Alliance Police, regardez les sujets importants. Quand Alliance Police a même poussé l'ignominie à parler d'arrêter la protection policière sur Charlie Hebdo en 2013, 2 ans avant les attentats de 2015, Charlie Hebdo parce qu'ils étaient critiques de la police. Charlie Hebdo ne vous défend pas parce que Jean-Luc Mélenchon a eu des propos extrêmement durs sur Charlie Hebdo par rapport à l'islamisme. Je peux parler. C'est du culot quand même. Non mais c'est pas du culot, madame. Il y a des polices. Moi j'ai une belle idée de la police républicaine, d'accord ? Par contre, quand je vois des syndicats comme Alliance Police qui s'en prennent aux lanceurs d'alerte dans la police nationale, monsieur Ammar Ben Mohamed qui a dénoncé un système de maltraitance raciste au sein du TGI de Paris, qu'est-ce qu'ils ont dit sur ce monsieur ? Ils n'ont pas défendu leurs collègues, ils ont dit qu'ils jetaient en pâture leurs collègues. Jean-Luc Mélenchon a agressé ce major de la BAC ? Ces gens, madame, seront virés. Je l'assume.
Les gens qui font ça seront virés. S'il y a des agressions racistes, bien sûr qu'il y aura une enquête. Vous êtes un Zemmour de gauche. Ils seront virés. Mais il n'y aura pas d'enquête de l'IGPN parce que c'est une enquête de policiers par des policiers. Je ne suis pas d'accord avec ça. Nous allons tout refaire, madame. Vous voulez parler de sécurité? Je veux bien parler de sécurité. Il y a 6 millions d'armes illégales en circulation dans le pays. Peut-être qu'il serait temps de s'attaquer à ce problème-là. Comment? Mais il a agressé personne, madame. C'est un débat politique. C'est un débat, ça? Hurler sur les gens. Non, mais c'est pas hurler. Leur dire je vous obligerai à obéir en montrant du doigt. Vous appelez ça un débat? Non, mais oui. Alliance Police obéira. Non, mais je vous confirme. Voilà, David Guéraud. Tu poses des questions? Non, c'était une interlocutrice qui était avec lui, voilà, en plateau, un peu. Ok, voilà, très bien. Très calme, lucide, mais bon, pour le coup, débat agité. Alliance Police, Sabrina? Ah bah Alliance Police, tout le monde connaît un peu les idées de ce syndicat. Je pense que c'est pas une nouveauté. Là où c'est compliqué, c'est que c'est quand tu mélanges tout dans le même sac en disant que finalement les policiers, etc. Pour le coup, moi j'ai été élue en charge de la sécurité sur ma ville pendant 6 ans. J'ai beaucoup travaillé avec le commissariat et les policiers. J'ai un respect pour l'institution policière en tant que telle. Après, elle a ses défauts et il faut les traiter. La question des violences policières, la question des moyens qui sont mis à disposition, la formation. Je rappelle que Pécresse, président, a déclaré devant justement Alliance qu'elle ne parlera plus de violences policières. C'est un choix, c'est un choix. C'est un choix politique qui n'est pas nôtre. C'est fermer les yeux sur sur un dysfonctionnement de la police telle qu'elle fonctionne aujourd'hui. Et je pense que c'est une erreur. Il y a la question de l'IGPN. C'est un concours de soumission, en fait. Oui, soumission à un syndicat qui. Ouais, voilà, c'est ça. Non, mais je veux dire, cette audience-là, en fait, c'était une audience. C'était pas du tout. C'était un concours de soumission totale. Donc voilà, Zemmour a réussi à... Tu les connais un peu, Alliance, Noam? Moi, j'étais adhérent d'Alliance jusqu'en 2016, je crois. Ouais, j'étais adhérent. J'avais plutôt de bons rapports avec eux, mais après... Alors, en fait, il y a toujours un volet on et off, en fait, avec les policiers. C'est-à-dire qu'il y a toujours un discours officiel et il y a, on va dire, il y a derrière le rideau, on va dire, en quelque sorte. Quoi. Franchement, quand je discutais avec les responsables d'Alliance en privé, c'est pas des gens qui étaient particulièrement fachos. Honnêtement, on peut discuter, on peut s'entendre. Après, ils ont l'obligation, pour tenir leurs troupes, d'avoir un discours, on va dire, un public. Et c'est ça le plus important. Donc moi, ce que je retiens d'Alliance, c'est qu'ils ont appelé à voter Macron en 2017 entre 2 tours, quoi. Voilà, c'est tout. Donc là, ils cherchent à se faire pardonner d'avoir appelé à voter Macron en 2017. Voilà, c'est ça en fait le but de la manipulation, c'est de dire finalement on reprend un petit peu. Ils sont d'extrême droite ou pas, Alliance? Alors, quand ils ont appelé à voter Macron contre Marine Le Pen en 2017, tous les responsables départementaux ont envoyé un tract dans les commissariats pour dire non, c'est absolument, on se désolidarise du bureau parisien, du bureau central, et les gens doivent respecter la liberté de conscience. Bon, en gros, vous avez le droit de voter Le Pen, quoi. Voilà, en gros, c'est ce qui était dit. Et là, je crois qu'ils ont déroulé le tapis rouge à Zemmour. C'était un soutien implicite. Non, mais en fait, ils demandent aux candidats de se soumettre. C'est pas la même chose. C'est-à-dire que tu vois bien que Darmanin, qui est venu d'ailleurs. Alors Macron est pas candidat, mais il envoie quand même un représentant pour défendre sa candidature et son bilan, et en plus il envoie le ministre de l'Intérieur en exercice, qui est à la base le patron. Mais en fait c'est pas, pas ça. Le patron. Alors il y a plusieurs façons d'être patron dans une entreprise. Il y a celui qui vient et qui dit écoutez, c'est moi le patron ici, donc vous faites ce que je vous dis. Là les mecs limite ils s'excusent, quoi, et quand ils viennent comme ça dans les meetings face à la police, parce que la police elle a le pouvoir de diffuser des informations dans la presse, elle a le pouvoir de te mettre dans la merde, etc. Ils en ont tous peur. Moi je te le dis honnêtement, parce que j'ai mis les pieds dans l'arène politique. Je suis pas spécialement un partisan ni d'Alliance, ni du SGP, d'ailleurs, qui est l'autre syndicat. Parce qu'en fait, le but aussi, quand on dépeint Alliance en méchant d'extrême droite, c'est qu'on dit, ouais, mais regarde, il y a l'alternative, c'est SGP à gauche. Non, SGP est pas un syndicat à gauche. Je suis désolé. Quand tu regardes la nature des propos qui sont tenus, c'est pas des gens de gauche, quoi. Même, je me demande, je vais te faire une confidence, je préfère Alliance à SGP, à titre personnel, tu vois. Non, mais honnêtement. Bon. Est-ce que la question de la police en France n'est pas la question de l'IGPN? Non, mais faut arrêter avec ces singeries, là, les syndicats, etc. C'est du n'importe quoi. Non, mais l'IGPN, c'est une bonne question, ça. Est-ce que la question de la police n'est pas l'IGPN? Parce que si l'IGPN était une autorité indépendante, peut-être que... Je suis un abonné à l'IGPN, parce que je leur écris au moins un mail par semaine, dans lequel je dis, voilà, je vais sur Twitter, je vais sur Facebook, on a des policiers en poste qui prennent par exemple, la dernière en date, c'est qu'il y avait un type qui s'appelait Moussa à Noisy-le-Grand, qui s'était fait tabasser par la police. Il allait en garde à vue, il y a un policier qui prend son smartphone, pendant que le mec est en train de hurler dans sa cellule
de garde à vue parce que bon, je sais pas quelle connerie ils ont dû lui faire. Ils ont peut-être pas ouvert la porte pour qu'il aille aux toilettes ou tu vois. Et puis ils filment ça, ils s'amusent et les mecs mettent ça sur Twitter. Je leur dis mais attendez. Alors moi j'ai été désigné par une organisation d'extrême droite policière comme étant un traître dans ce qu'ils appellent les anti-flics d'or dans la cérémonie. J'ai écrit à l'IGPN, j'ai écouté. Bon, je veux bien croire que effectivement vous faites rien, que vous n'avez pas de levier sur les choses, mais est-ce qu'il y a encore un pilote dans l'avion quoi? Là, je veux dire, il n'y a plus de limite. Est-ce qu'il ne faut pas réformer cette institution? Ils m'ont dit une enquête administrative est en cours, patati. Non, je pense qu'il faut complètement supprimer l'IGPN et la remettre à l'extérieur, peut-être sous l'autorité du défenseur des droits d'ailleurs, avec des parlementaires, avec des associations, avec indépendants du ministère de l'Intérieur, pour sortir de cette logique où en fait on est jugé par ses pairs. Alors ça, c'est une tradition française, parce que quand vous avez, on va oublier la police, vous avez les médecins. Il y a un problème. C'est le conseil de l'ordre des médecins. Pareil pour les avocats. Pour les avocats, pour les architectes. Donc c'est une vieille tradition qui vient de la royauté, du royaume. Et il faudrait qu'on puisse faire un texte pour dire que les autorités qui sanctionnent doivent être indépendantes par rapport au corps concerné. C'est tout. C'est logique, absolument. Mounir est avec nous au standard 01 40 33 9000. Salut mon Mounir. Oui, salut Christophe, bonjour à tous les invités, à Tarek Mami bien sûr, y compris le grand patron de la radio. Qu'est-ce que tu veux demander toi Mounir? Aujourd'hui les chroniqueurs. Hein. Vas-y Mounir. Trêve de plaisanterie, moi j'ai vraiment, j'étais en train de vous écouter et je donne mon avis en tant que particulier et très très sincèrement, il y a... Bon, je vais pas le dire, mais il y a beaucoup de bavures dans la police. Tout le monde le sait. Il y a beaucoup de brutalité. Il y a beaucoup de choses qui restent à 99%, j'ai envie de dire, impunies. Et ça, c'est un scandale. Alors, vous parliez de l'IGPN. Moi, j'ai envie de vous dire, bon, j'ai quand même un certain âge aujourd'hui. J'ai été jeune. J'ai eu malheureusement affaire aussi à la police quand j'étais gamin. Je suis né en 64, donc je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc je garde vraiment de très très mauvais souvenirs que je ne vais pas citer aujourd'hui. Bon, d'accord ? Très bien. Mais si vous voulez mon avis, si vous voulez que les jeunes d'aujourd'hui, bon moi c'est plus mon cas, Dieu merci, mais les jeunes, les pauvres jeunes d'aujourd'hui qui sont matraqués par la police en toute impunité, et je dis bien pas toute la police parce qu'encore une fois, je ne mets jamais 100% des personnes dans le même cas, mais la majorité foutent, excusez-moi, le bordel et créent des conflits qui font qu'aujourd'hui, les jeunes n'aiment pas la police tout simplement. Et la seule chose, si vous voulez réconcilier, moi, voilà, c'est mon avis, si vous voulez réconcilier le peuple, les jeunes, en général, avec la police, il faut faire des exemples, il faut réformer en profondeur l'IGPN. Je vous entendais parler de l'IGPN, mais c'est la police des polices, mais c'est la police qui défend la police. Ou enfin, vous voyez ce que je veux dire. Très bien, merci beaucoup Mounir, parce que j'ai la pub très intéressante. En fait, tu veux faire comme Mélenchon, réformer la police de la cave au grenier. Dans un instant, notre invité, Rafik Cheka, sur France Maghreb 2. Le LGF sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous, émission de référence tous les jours de 16h à 18h sur France Maghreb 2, avec aujourd'hui Sabrina Sebaï, Ismaïn Tefour, Noah Manoir et Tarek Mami, et je vous propose d'accueillir notre invité, Rafik Cheka. Rafik, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur France Maghreb 2. Alors Rafik Cheka, vous êtes là pour nous annoncer le lancement officiel d'un portail à usage unique sur l'islamophobie qui a été lancé, je crois, hier, islamophobia.fr. Alors en quoi ça consiste, Rafik Cheka ? Alors, comme tu viens de le dire, c'est une plateforme numérique sur la question de l'islamophobie qui va proposer des podcasts, des vidéos, des entretiens, des formats courts, des formats plus longs, des articles et même une revue papier. Il y a une revue trimestrielle qui s'appelle Conditions, qui est un peu plus théorique, qui est un peu le pendant analytique du projet Islamophobia et qui, elle, paraîtra le premier numéro en avril et qui paraîtra, comme son nom l'indique, 3 fois par an. En fait, c'est un espèce de média que vous êtes en train de lancer, Rafik. Exactement, c'est un média, c'est un portail, c'est une boîte de production aussi, parce que l'idée, c'est aussi de faire émerger un certain nombre d'idées. Alors, l'idée générale du projet, c'est que on était parti. Alors, c'est une question toute bête qu'on m'avait posée il y a 2 ans, qu'une amie qui fait partie d'ailleurs du projet, qui s'occupe du pôle vidéo, et qui m'avait m'a sollicité il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans, la question que tout le monde se pose, qu'on se pose toutes et tous, qui est que faire concrètement contre l'islamophobie. En 2019, c'était juste après, je ne sais pas si les gens s'en souviennent, mais c'était juste après l'attaque de la mosquée de Bayonne, et c'était juste après qu'une femme ait été prise à partie au Conseil régional de Bourgogne en 2019, parce qu'elle portait le hijab, par Julien Oudoul, exactement.
Et donc voilà, donc c'était une énième polémique autour du voile, du foulard, de l'islam, etc. Et une amie m'avait sollicité en me disant qu'est-ce qu'on peut faire concrètement. C'est une question toute bête qu'on se pose toutes et tous, hein. C'est pas une question révolutionnaire, mais j'avais commencé à réfléchir à ça et à germer petit à petit l'idée que il y avait beaucoup d'informations sur Internet accessibles sur la question de l'islamophobie, mais pas de lieu ressources qui puissent permettre de centraliser ça et de saisir le phénomène islamophobe dans cette dimension à la fois religieuse, politique, sociale, économique, environnementale, juridique, psychologique, voilà, et internationale. C'était ça l'ambition, l'idée de départ d'Islamophobia. Très bien. Donc ça a démarré hier. Quelles sont les ambitions et les objectifs de ce portail ? Alors, notre ambition, c'est déjà de se hisser à la hauteur des défis qui sont aujourd'hui les nôtres. Quand je dis nous, je parle évidemment des personnes musulmanes qui sont installées en France. Notre ambition, elle est simple, c'est de mettre en place la plateforme la plus complète et utile qui soit. Ça, c'est notre ambition et c'est la rencontre du public qui sera déterminante pour nous dire si on fait de bonne route ou pas. Et dans les objectifs, c'est de impulser une dynamique créatrice autour de la question de l'islamophobie et surtout encourager la réflexion et la mobilisation. Les deux l'un va pas sans l'autre. Il faut marcher sur les deux pieds. Il faut à la fois encourager la réflexion critique, innovante sur la question de l'islamophobie et qui favorise elle-même la mobilisation. Alors, en fait, si nous avons bien compris, quand il s'agit d'islamophobie, pour avoir toutes les informations, les éclairages, les analyses, c'est sur islamophobia.fr que ça se passe. Ça se passe aussi sur d'autres espaces. Nous, et c'est ce qu'on dit d'ailleurs, même y compris sur le site, on le dit, nous, on peut exister que dans un écosystème favorable. Et quand on parle d'écosystème, c'est avec des médias autonomes, avec des ONG, des structures, des luttes. C'est dans un écosystème que nous, on veut travailler, et on veut travailler avec tout le monde et fédérer autour de ça. Évidemment qu'il y aura d'autres lectures possibles que celles que nous, on va proposer, mais on va essayer de proposer la lecture la plus complète qui soit, et en tout cas de donner tous les éléments pour quiconque se pose des questions sur l'islamophobie pourra trouver des réponses sur le portail Islamophobia. Alors j'ai été y faire un petit tour sur le site qui est très bien fait d'ailleurs, je vous félicite. Et merci au webmaster. Il est en construction parce qu'il y a encore plein de liens qui sont pas actifs, mais voilà, c'est vraiment en cours de construction. Ça a été lancé donc hier, c'est toute une équipe derrière qui travaille pour faire émerger, faire grandir ce site. Ça n'existait pas encore ce type de médias, ce type d'alternative. Pas dans le volet média, dans le volet audio, vidéo, podcast, etc. Pas dans ce sens-là. Par exemple, il n'y a pas de podcast dédié à la question de l'islamophobie encore. Ça n'existe pas encore. Donc nous, on va le créer. Est-ce qu'il y aura des intervenants peut-être extérieurs, de gens qui se sont fait connaître, qui vivent d'ailleurs on peut parler d'un business de l'islamophobie pour certains, Rafik Cheka? Ça, je ne sais pas s'il y a un business de l'islamophobie. Le seul business que je vois, en tout cas, c'est le business islamophobe. Lui, par contre, je le vois et on le voit tous les jours. Il suffit juste de prendre, par exemple, la personne qui est intervenue dans le reportage de M6, Zone Interdite. Je ne sais plus quel est le nom de ce monsieur qui, soi-disant, dénonce... Amin El-Bailly. Amin El-Bailly. Voilà, il a fait tous les médias depuis. Donc là, on peut parler d'un business islamophobe. Si demain, j'écris un livre pour dire, moi, ex-frère musulman, ou je ne sais pas quel titre comme ça, je vais faire le tour de tous les plateaux, etc. Le premier business que je vois, honnêtement, c'est le business islamophobe, mais l'idée, c'est de donner la parole à tout le monde, chercheurs, artistes, activistes, journalistes, etc. Toutes les personnes qui ont des travaux à partager avec nous, des idées, des réflexions, un parcours à partager sur la question de l'islamophobie. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Rafik Cheka, aujourd'hui, à l'occasion de ce lancement de ce portail sur l'islamophobie, islamophobia.fr? Très honnêtement, notre plus grande victoire, c'est qu'il n'y ait plus besoin de faire un portail comme ça. Ça serait notre réussite absolue, mais évidemment, on n'est pas naïf au point de pousser l'ambition jusque-là, mais d'être utile, voilà. Je pense que c'est simple, c'est très pragmatique, et au moins, je trouve que c'est juste. Si on peut être utile, déjà, franchement, ça sera très bien. Merci beaucoup, Rafik Cheka. Alors, merci pour l'invitation. Restez avec nous parce que j'aimerais que vous écoutiez peut-être les intervenants qui sont autour de ce plateau, qui ont des choses à vous dire, peut-être. Tarek Mami, Noam Anwar, Smaïn et Sabrina. Tarek Mami, question. Si Sabrina va commencer, alors vas-y, Sabrina, honneur aux femmes. Oui, sinon. Non, allez-y, parce que je suis en train de regarder le site en fait en même temps. C'est ce que j'ai fait. Donc, bonjour, chers messieurs. Tarek Mami. Ma question, c'est que je viens de parcourir le site, qui, comme dit Christophe, a l'air d'être bien fait, puisque c'est un premier regard que je vois. Mais est-ce que vous y mettez une définition
pour l'islamophobie, parce que, comme vous le savez, la bataille idéologique, la bataille des idées en France tourne autour de ce concept sur lequel j'ai personnellement travaillé, avec donc le concept historique qui a été fait par Marwan Mohammed, mais aussi par Vincent Gesser et par d'autres, et qui renvoie la naissance de ce terme à un fonctionnaire français en 1897 au Dahomey, et à la version donc de Monsieur Valls & Co, qui renvoie ce terme à l'Iran de 1979. Qui est faux. Non, mais c'est pour ça qu'il y a les deux. Est-ce que vous mettez une définition pour expliquer à celui qui arrive sur votre site qu'est-ce que c'est que l'islamophobie, de manière à clarifier cette bataille idéologique? Parce que Tarek, je t'interromps juste une seconde, s'il te plaît. Bonjour. Bonjour Rafik. En fait, pour reprendre ce que disait donc mon ami et collègue Tarek, c'est que le concept de l'islamophobie a trouvé ses sources au début du XXe siècle. C'était 1897. Absolument, c'était l'administration coloniale. Au Dahomey. Au Dahomey, en Algérie. Au Dahomey. Le premier, parce que le fonctionnaire, je voulais pas rentrer dans le détail, mais ma question c'était, est-ce que vous définissez ce que c'est que l'islamophobie? Parce que quand on arrive dans un site sur celui-là, il faut savoir de quoi on parle, sinon on peut entretenir la polémique comme avec l'Observatoire. Donc, est-ce que vous définissez oui ou non? Et sinon, est-ce que dans l'idée serait de travailler sur une définition qui serait plutôt une définition universitaire et pas idéologique? Alors, il y a une définition de l'islamophobie, elle se trouve dans le footer, c'est-à-dire sur la page d'accueil. Oui. Tout en bas de la page d'accueil, il y a un onglet qui s'appelle « Définir l'islamophobie ». Mais en vous écoutant, je me dis qu'on va peut-être le remonter pour que ce soit plus visible plus haut. Non, mais c'est vrai. Alors, ça s'appelle « Définir l'islamophobie ». Je vous lis ce qu'il y a écrit. Il y a marqué « L'islamophobie et tout ce qui concourt à entraver l'agentivité, c'est-à-dire la capacité d'agir musulmane ». Et nous, on précise une chose, c'est que notre approche du phénomène islamophobe, elle est axée sur les personnes qui subissent l'islamophobie et non sur les actes islamophobes. Parce qu'il y a plusieurs à mon avis, il faut le préciser. C'est Noah Manor qui parle, parce que la définition telle qu'elle est écrite, à mon avis, elle va faire flipper des gens. C'est un peu confus, même au plan du droit. L'action musulmane, ça risque d'être mal interprété. Je dis ça en ami. Je vois bien cette définition. L'islamologie est tout ce qui concourt à entraver l'agentivité et la capacité d'agir musulmane. Non, moi je rejoins que dans la définition, on vise C'est Caroline Fourès qui nous l'a donné. Non, mais c'est pas grave. Qu'on vise les citoyens de confession haute culture, parce que le problème pour nous, en tout cas à France Maghreb 2, c'est ce que subissent les individus et non pas ce que subit la religion. Comme dirait l'autre, la religion est assez grande pour se défendre toute seule. Mais nous avons des citoyens français de confession de culture musulmane qui, eux, n'ont pas les moyens, et peut-être qu'à travers ce site, ils vont trouver les moyens. Et si je peux me permettre, cher Rafik, tout ça, et qui a vraiment les moyens et la prétention aujourd'hui de vouloir incarner l'action musulmane. Je veux dire, c'est à mon avis, c'est... On va peut-être te laisser répondre, peut-être, parce que là, vous êtes en train de le noyer de questions, de remarques. Alors, moi, j'ai juste une remarque. Non, mais ce genre de personnage a l'habitude d'écouter, d'infuser et de répondre. C'est que je pense que c'est vraiment essentiel de bien définir de quoi on parle, surtout en regard du contexte, puisque l'islamophobie est un terme qui est contesté dans le débat actuel, y compris, surtout dans le débat politique. Voilà. Et donc, dans l'idéologie dans laquelle on est aujourd'hui, c'est important de définir de manière scientifique, universitaire, pour qu'il n'y ait pas de contestation possible sur ce terme. Et pour moi, c'est vraiment c'est la pierre angulaire de votre site. Moi, j'ai un truc, une remarque qui va prendre 10 secondes. Et qui va en fait permettre, à mon avis, de donner une utilité à cette interview, parce que j'ai écouté le discours et je l'ai approuvé. Je trouve que c'est un discours intelligent. Et par contre, je pense qu'il aurait fallu commencer par là. Au-delà d'avoir créé ce portail, vous êtes qui ? Parce que là, on a un nom, effectivement, mais on n'a aucun moyen de le vérifier. Et comment est-ce que vous êtes financé ? Est-ce que c'est bénévole ? Est-ce que... Voilà, je pense que c'est là qu'il faut commencer, une transparence. Si tu as retenu toutes les questions, je te propose d'y répondre. C'est un véritable interrogatoire que tu subis. Non, mais je pense que, il faut commencer par là, et puis après, ça rassure ou pas. Et en tout cas, à France Maghreb 2, il n'y a pas de langue de bois, et ce sont les questions qu'on recueille, qu'on comprend, et donc on se les pose, cher Rafik, c'est comme si on se les posait à nous-mêmes. Il n'y a pas de souci. Non, mais moi, ça me donne l'impression d'être en repas de famille ou quand on pose. C'est ça. Salam alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh. Quand on pose 30 questions en même temps. Juste une question. Juste une précision avant de répondre sur la question des financements et des moyens. Sur la question de la définition, une chose qui est importante. Le terme en France est contesté. C'est vrai, vous l'avez dit, vous avez tout à fait raison, je vous rejoins là-dessus. Le problème, c'est qu'en France, le terme est tellement contesté, le terme même d'islamophobie fait l'objet de dénégations multiples,
qui fait qu'on n'a jamais réellement réfléchi collectivement à quelle définition on donnait au terme. Oui. On a souvent réfléchi à la question de la légitimité ou non du mot. Oui. Par contre, quelle définition politique on donne, ça c'est différent. Quand je dis politique, c'est pas que politique. Et en fait, l'enjeu de la définition, il est primordial parce que il est politique. Pourquoi ? Parce que selon la définition qu'on va employer, on ne va pas adopter la même stratégie politique. La vôtre, elle pose problème, hein, justement. Celle qui est sur le site... Attendez, juste, je termine là-dessus. Voilà. Si on prend une définition qui est axée sur les actes islamophobes, on met le curseur sur les actes. Alors pourquoi vous l'écrivez pas comme ça ? Attends. Non, mais il est en train de se poser la question. Juste, je termine la phrase, si vous le permettez. Allez-y. Si par contre, on prend une définition, comme c'est notre cas, nous, le centre de gravité de notre définition, ce sont les personnes musulmanes et les institutions musulmanes. Pourquoi ? Parce qu'on veut les mettre au cœur de la lutte contre l'islamophobie. Alors, vous parlez de quoi quand vous parlez d'institutions musulmanes, les mosquées ? Ah oui, par exemple, quand je dis institution, c'est-à-dire les musulmans attaqués collectivement. Une association, une mosquée, etc. Tout ce qui parle, toutes les mesures de dissolution, de fermeture, qui ont lieu maintenant, on voit bien comment... Donc votre adversaire, c'est l'État, puisque vous parlez des mesures administratives qui sont prises. Non, pas uniquement. Voilà. Non, ça peut être l'État, ça peut être des appareils idéologiques d'État. Voilà, parce que là, moi, au départ, quand j'ai visité votre portail, moi, je pensais que c'était justement essayer d'influencer l'opinion publique et inciter à la tolérance. Et ça, c'est un volet qui est important. Mais là, si vous effectivement vous positionnez comme adversaire de la répression administrative de l'État, etc., je veux dire, franchement, votre durée de vie, à mon avis, elle est remise en question. Il y a eu un précédent. Écoutez, justement, non, mais c'est vrai, en fait, on le dit comme ça en rigolant, mais je pense qu'une initiative comme Islamophobia est importante, et c'est pas la seule. Il y a d'autres initiatives qui vont être lancées là, ces prochaines semaines et ces prochains mois. C'est très important de montrer aux personnes musulmanes, en premier lieu, parce que c'est d'elles dont on parle, que l'heure n'est ni à la résignation, ni à l'acceptation, ni au défaitisme. Et que dans tout le flot de dissolution, de fermeture, et toute cette entreprise de museler la parole musulmane, c'est important qu'il y ait des initiatives qui soient lancées pour montrer qu'est-ce que vous appelez personne musulmane et parole musulmane ? Une personne musulmane, c'est très simple, c'est une personne qui est musulmane. Attendez. Très compliquée. Qui est une personne de... Je vous laisse terminer votre phrase. Oui, non mais en fait, quand on dit entraver la parole musulmane, c'est la parole qui est portée par des personnes musulmanes. Mais qu'est-ce qu'une personne musulmane aujourd'hui ? Est-ce qu'une personne musulmane pour vous est une personne de confession musulmane ? Est-ce que c'est une personne pratiquant l'islam ? Est-ce que c'est juste de culture musulmane ? Parce que si vous voulez, en termes de sociologie, vous allez travailler beaucoup sur ce dossier. Une personne musulmane est celle qui est née dans une famille musulmane, quelle que soit sa pratique. Donc c'est ça la bataille sur laquelle les opposants aux musulmans utilisent. Voilà. Mon cher Tarek, on est identifié comme musulman. Même si on est athée à la base et qu'on fasse partie justement de la culture arabo-islamique, on est taxé en tant que tel. Mais sérieux. Mais c'est pour ça que justement il y a c'est pour ça que c'est très difficile aujourd'hui que le terme est contesté, parce qu'on va vous dire que finalement si vous ne portez pas le voile, si ce n'est pas visible que vous êtes un pratiquant, finalement c'est pas de l'islamophobie, c'est du racisme. Voilà, et en fait c'est pour ça que c'est très important de bien définir les choses pour savoir de qui on parle. J'aimerais bien que Rafik réponde à la question qui a été posée par Noam, à savoir sur le financement de islamophobia.fr. Et qui es-tu, mon cher Rafik ? Son équipe également. Voilà. Ah, mais parce qu'on dit qu'il y a une équipe, etc. Donc tu vois, c'est mystérieux. Je veux dire. Là, on sent que c'est la police qui Rafik, c'est un ancien. Noam Anwar est un ancien policier. C'est la police radicale parce que ces questions-là, on va vous les poser par la suite. Donc j'ai envie de dire, je prends un peu d'avance. Moi, je suis avocat de formation. J'ai une formation en droit et en philosophie. Donc vous exercez en tant qu'avocat là, en libéral, c'est ça ? Exactement. Moi, je suis un juriste. J'ai aussi fait de la philo. Non, alors vous êtes juriste ou avocat ? Parce que c'est pas exactement pareil. Vous êtes avocat. Non, juriste, c'est le terme générique pour dire que j'ai fait du droit. J'ai fait un cursus en droit. Ensuite, oui, j'ai le diplôme d'avocat. J'ai exercé. Là, j'ai arrêté d'exercer le temps de lancement de la plateforme. Et je vais reprendre une fois que ça sera sur... Parce que je peux pas faire les deux en même temps. En tout cas, pas à plein temps. Ouais. Donc, l'idée, c'est vraiment de me dédier à la plateforme. Donc voilà, j'ai exercé comme avocat. J'ai aussi une formation en philosophie politique. J'écris sur des sites comme Middle East Eye ou Orient 21. Donc, j'ai une activité éditoriale. J'ai des livres aussi en préparation. Et sinon, je fais partie de la coordination contre la loi séparatisme. Ça, c'est pour faire le CV un peu complet. Et pour répondre à la question des financements, donc nous, on veut que tous nos contenus soient en libre accès sur Islamophobia, parce qu'on pense que c'est comme ça qu'on peut influencer, en tout cas peser sur les choses et sur l'opinion. Et on compte donc sur les dons, les adhésions. Alors quand vous dites on, qui sont vos partenaires ? Je veux dire, voilà, parce que je vous aide un peu à dérouler le fil. Alors comme on est totalement indépendant et autonome, il n'y a pas de partenariat. Oui, mais quand vous dites on, c'est qui vous et qui à côté de vous, je veux dire.
Vous avez une équipe de salariés, des bénévoles? Alors, tout le monde est en bénévole, pour l'instant, parce que de toute façon... Vous êtes combien quand vous dites tout le monde? Pardon? Je vous pose la question, vous êtes combien quand vous dites tout le monde? Parce que moi, je visualise Rafik, pas. il regarde à lui, là. Non, vous êtes 5, vous êtes 10, vous êtes une association, parce que quand vous dites on, à la limite, est-ce qu'on parle d'une personne morale, d'une personne, alors, je veux dire, voilà, un collectif? L'équipe, alors, c'est sur le site, dans la page à propos, on présente l'équipe, là on est 6. Il y a d'autres personnes, évidemment. Alors, on est 6. Moi, je suis donc fondateur et animateur de la plateforme. On a une coordinatrice. Il y a un enseignant-chercheur avec qui je vais animer la revue Conditions. On a une personne pour la vidéo, une personne pour le graphisme et une consultante qui est en ce moment doctorante à Sciences Po. Voilà, et vous êtes association Loi 1901, vous êtes juste un collectif voilà. Non, pour l'instant, c'est simplement un média en ligne. Et puis, on réfléchit à quelle structure juridique... Alors, je vais vous aider. Parce que moi, j'ai traité ces questions-là pour le ministère de l'Intérieur, Bureau central du culte, etc. Je vais vous dire, vous avez plusieurs talons d'Achille, en fait, des tendons d'Achille qui vont vous rendre vulnérable. Déjà, alors si je puis me permettre, je prends 2 minutes pour vous l'expliquer. Après, vous en faites ce que vous voulez. J'ai pas de leçon à vous donner. Je vous dis ça en ami. On est côte à côte. Si vous déclarez pas en association loi 1901, ça peut être interprété comme un défaut de transparence. Parce que vous organisez dans votre coin, vous lancez une initiative qui est censée, et je vous le souhaite, avoir du succès auprès de ce qu'on appelait, ce qu'on va appeler l'opinion publique musulmane, très clairement. Mais par contre, le fait de pas vous déclarer, qu'on sache pas qui est derrière, ça va, si ça attise la curiosité des pouvoirs publics, ça va les pousser à mener des investigations à charge, c'est-à-dire savoir qui vous êtes. Pourquoi? Puisque vous-même, en fait, vous prenez pas les devants en vous identifiant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si vous voulez peser dans le débat, il faut déjà, à mon avis, la première étape, c'est de vous déclarer, soit en association, soit sous une autre forme juridique. Ça, c'est pas moi qui vais vous l'apprendre. Mais déjà dire, voilà, il y a un tel, on est là, et nous, on estime qu'on est transparent, voilà nos objectifs. Mais là, quand on regarde votre plateforme, on ne sait pas qui vous êtes, ou peut-être que j'ai mal regardé et que j'ai pas pris le temps, mais moi, je vous identifie pas. Donc, l'idée, c'est moi, par exemple, là, j'ai un a priori très positif sur vous, parce que si vous êtes effectivement avocat et que vous avez mis de côté votre carrière d'avocat pour vous lancer, on se dit, tiens, c'est quelqu'un qui pourrait gagner de l'argent en exerçant l'activité d'avocat et qui a choisi de se consacrer bénévolement à cette cause. Et donc, ça donne un a priori positif. Mais au départ, quand on ne sait pas, etc., on se dit, tiens, c'est qui, c'est financé par qui, il y a quoi derrière? Vous voyez, pour être précis, il y a une association, en fait, c'est un projet, Islamophobia, donc nous, on n'a pas voulu le fonder sous forme associative. Par contre, il fait partie d'un projet au sein d'une association qui s'appelle Perspective Commune, qui a été créée ici à Marseille. Et Islamophobia n'est simplement qu'un projet de cette association dont l'objectif est d'œuvrer à... déjà, vous n'avez pas l'accent marseillais. Moi, je suis né à Oran, j'ai grandi en Algérie. D'accord. Vous n'avez pas l'accent oranais non plus, mais vous êtes bien intégré. Il est bien intégré, il est bien assimilé. Oui, après, oui, Rafik, une question. Toi qui as fait du droit, excuse-moi, je te tutoie. Hein. Pas de souci. D'accord, merci. Tu peux me tutoyer en retour. Moi, je te pose une question de droit. Est-ce que vous avez déjà établi les statuts, justement, de ce collectif ou de cette association? Oui. D'accord. Donc, les statuts sont clairs. Ah oui, très bien. Pardon. Moi, je pense, franchement, que l'idée de base est bonne parce qu'il y a une prise de conscience par rapport à tout ce qui se passe actuellement. Il est vrai que nous autres musulmans, nous sommes attaqués de toutes parts. Donc, il faudrait bien sûr répondre en conséquence avec les moyens adéquats, bien sûr. J'entends par là avec les idées. Exactement. Voilà, nous, avec les idées. La crainte autour du. Très bien. Très bien. Donc, en parlant de contraintes, par exemple, en parlant des difficultés, est-ce que tu as rencontré des difficultés pour mettre tout ça sur place? Alors, la difficulté principale, c'est que aujourd'hui, je vous le dis, dès que des personnes musulmanes se mettent autour d'une table pour discuter de n'importe quelle initiative qu'elles veulent lancer, elles se posent la question de la dissolution de la répression. Il y a un mec de RG qui vient s'asseoir pour prendre le café avec. En plus. Et on lui sert le café, il est le bienvenu. Ou par expérience, il y a un mec des RG qui est embauché par les RG comme source et puis qui renseigne le ministère sur l'activité de l'association. Hein. Bon, en tout cas, on rappelle le site, c'est islamophobia.fr et on te souhaite bonne chance, mon Rafik, en tout cas. Merci pour l'invitation. En tout cas, sur le site, alors, pour il y a Rafik Shekat, Maria de Cartana, Hamza Ismili, Marie Géniès, Kevin Tatem et Sarah Atia. Donc il y a un minimum, mais comme dirait Christophe, une fois que vous êtes sur France Maghreb 2, là, vous avez mis les pieds dans le débat.
J'espère de la bonne manière, parce que les autres ne seront pas aussi, j'allais dire, interrogateurs. En tout cas, bon courage à vous pour votre bonne chance, Rafik. Bonne chance, Rafik. Franchement, bonne chance, bonne idée. Vraiment rien à dire. Hein. Merci beaucoup, Rafik Cheka. Je rappelle une dernière fois, islamophobia.fr. Voilà, allez suivre, ça a démarré hier. Donc c'est tout neuf, c'est tout propre, soyez un peu indulgents pour remplir les cases des différentes chroniques. Ça va se faire au fur et à mesure et c'est un projet qui va se développer. Et on lui souhaite longue vie. Salut Rafik, à bientôt. Merci beaucoup. Alors, avant que nous entamions notre premier sujet, qui va être assez bref, hein, parce que finalement on va vite faire le tour de la question à propos des candidats, j'aimerais qu'on revienne sur une affaire qui a mis tout le Maroc en émoi. Là, on suit cette affaire de très près. Ce petit garçon de 5 ans qui est tombé dans un puits à plus de 33 mètres, Ryan. Effectivement, écoutez, qui rappelle et illustre l'affaire, un reportage de France 24. De jour comme de nuit, les secouristes creusent sans relâche. Ils tentent de sauver Ryan, 5 ans, tombé mardi dans un puits asséché de 32 mètres de profondeur. Une mission compliquée sur un lieu difficile d'accès. غدا يعني تضيق يعني القطر ديالها تيضيق هذا هو اللي تزيد من الصعوبات ديال هذيك عمليه الانقاذ يعني بالمتطوعين التجأنا للتقنيه الثانيه اللي هي التقنيه ديال الحفر. Les secouristes ont déjà atteint 27 mètres de profondeur. Une fois les 5 mètres restants retirés, ils devront encore creuser une brèche horizontale de 3 mètres vers le puits pour approcher le petit garçon. En attendant, ils ont pu lui faire parvenir de l'eau et de l'oxygène. La famille de Ryan, elle, ne cache pas son inquiétude. Le sort de Ryan suscite une vague d'émotions dans tout le pays. Les habitants de la région ont afflué sur place. De nombreuses stars du foot se sont également mobilisés sur les réseaux sociaux, comme l'international marocain Achraf Hakimi ou encore l'Algérien Riyad Mahrez. Incroyable cette affaire. D'abord, c'est à l'honneur de ces deux joueurs de foot que de s'être déplacés, ce qui prouve. Ils ne sont pas déplacés, ils ont fait des tweets. Oui, voilà. ils accompagnent. Ils se sont déplacés jusqu'à leur ordinateur. Non, mais je veux dire. Soutien moral. Et voilà, ils sont en soutien. C'est bien. C'est bien. C'est symbolique. C'est symbolique. En tout cas, un petit garçon de 5 ans, il est toujours en vie. Voilà, on espère. Il a la dent dure. Il a la dent dure. En tout cas, c'est un bon résistant. Et il est de 32 mètres, c'est un puits, effectivement, dans une région pauvre du Maroc. Ça m'a rappelé, cher Christophe, quand j'ai eu la première information, la petite Omaïra, en Colombie, en 2015. Nous l'avions tous suivi pareil comme aujourd'hui. Et malheureusement, la petite Omaïra est décédée au bout d'une semaine. Et nous espérons effectivement que le petit Ryan s'en sorte. Et pour moi surtout, qu'il ne garde pas de traumatisme de cet événement, de cette mésaventure. Et qu'au contraire, ça lui donne de la force pour dire, voilà, quand on se bat en survie, c'est tout ce que je lui souhaite à titre personnel. Effectivement. Alors dans un instant, la question va vous être posée. Sabrina Sebaï, Smaïn Tefour, Noam Anwar, Tarek Mami. On est en pleine campagne présidentielle, ça ne vous aura pas échappé. Que penser des candidats qui nous sont proposés du casting? Sont-ils à la hauteur? Est-ce qu'ils sont à la hauteur par rapport à ce qu'on peut attendre? Les Français attendent de leur future présidente ou futur président. Est-ce que vous les sentez à la hauteur dans les propositions qui sont faites, dans les projets, dans les thèmes abordés? Est-ce qu'on n'est pas en bis repetita comme à chaque campagne? Est-ce qu'il serait peut-être pas temps de parler des vrais problèmes des Français? Est-ce que les candidats sont à la hauteur dans ce cas-là? On en reparle dans un instant, ne bougez pas, tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2, sur 93.8 FM, sur 93.8 FM, à Marseille et toute sa région. Eh oui, on salue d'ailleurs les auditeurs de Marseille qui vont enfin peut-être retrouver un peu de tranquillité avec leurs poubelles et leurs tonnes d'ordures étalées un petit peu partout dans la ville. C'était absolument incroyable les images qu'on a pu voir. Des rues qui étaient complètement bloquées par les ordures qui se sont entassées. Ce conflit a pris fin il y a 2 jours maintenant. FO qui a décidé de reprendre le boulot. Et un maire qui a réagi contrairement à il y a quelques années avec M. Gaudin. Donc un maire qui a fait ce qu'il faut, y compris en marchant à côté un peu de la loi pour trouver une solution. Oui, complètement. Alors, on va parler maintenant un peu de la présidentielle, les amis. On est en pleine campagne. On connaît à peu près les candidats qui se présentent à cette élection. Et me vient cette question, est-ce que vous trouvez tout simplement les candidats à la hauteur de l'enjeu de cette présidentielle? Tiens, Tarek Mami, pour commencer.
Alors, dans la culture arabe, cher Christophe, puisque on parle depuis tout à l'heure de peut-être radio communautaire, il y a une belle expression. Elle dit « Vous avez les chefs que vous méritez ». En clair, quand vous avez un débat politique en France qui se dégrade en gros depuis le départ de Chirac, à chaque fois le débat tombe encore plus bas, forcément vous ne pouvez voir émerger que des candidats de cet acabit. Donc nous avons le candidat que nous méritons. En nous battant peut-être et en allant voter beaucoup plus fort qu'en 2017, peut-être qu'on sortira de ce lot de 6, 7, 8 personnes. La personne, peut-être qu'on changera de président, peut-être que, je sais pas, Sabrina dira Jadot, d'autres diront Mélenchon, l'autre Sabrina d'ailleurs, mais il faut qu'on se batte. Et par contre, quand des citoyens regardent passer le train et dire il va vite, il est de couleur rouge, il est pas beau, eh ben c'est entre eux que ça va se passer. C'est pas vraiment là ma question. Ma question est plutôt sur les propositions qui sont faites, les programmes. Personne ne lit les programmes d'ailleurs pour le coup. Mais aujourd'hui, quand on regarde le casting qui nous est proposé, voilà, on les connaît, les grands, les dinosaures, Mélenchon, Jadot. Jadot n'est pas encore un dinosaure. Oui, enfin bon, mais voilà, Pécresse, Le Pen, Zemmour, Macron, on sait pas encore. Ouais. Mais les programmes, à part Mélenchon qui a fait quand même un programme bien établi avec 694 propositions, le Christophe, reste, les gens ne lisent pas les programmes. On est dans une société de buzz. Celui qui semble le plus beau ou le plus assuré emporte la mise. C'est lui qui utilise la phrase choc est retenu. Et donc les programmes, vous pouvez écrire, je peux vous en écrire moi des programmes en 3 jours autant que vous voulez. Les gens ne s'intéressent pas. Aujourd'hui, il y a 2 choses qui marchent. Est-ce que, d'ailleurs, c'est extraordinaire dans ce pays, et moi ça me choque, vous posez n'importe quel sondage, la première préoccupation des gens, c'est le pouvoir d'achat. Ouais. Et vous avez 90 à 95% des débats qui parlent islam et immigration. Ouais, voilà. Donc vous pouvez faire Et ça, c'est les politiques ou les journalistes qui sont... C'est le microcosme qui réunit les deux. Ouais. Moi, je suis un peu mitigé. Je pense qu'en fait, l'insécurité, c'est aussi au centre des préoccupations. Elle arrive toujours au septième position. Moi, septième, je sais pas. Il ne faut jamais oublier ça, qu'elle est liée à l'immigration. Disons que les instituts de sondage disent qu'elle arrive en 7e. Moi, je pense que Zemmour serait pas là où il est si effectivement l'insécurité était une préoccupation sommaire. Je crois que Sabrina, son identité, etc. Après, moi, je veux bien que Sofresse dise que c'est la 7e préoccupation. Moi, je rejoins ce que dit Monsieur Mamie, parce qu'en fait, dans les préoccupations des Françaises et des Français, on retrouve le pouvoir d'achat, on retrouve la santé, la crise sanitaire. Ouais. On retrouve la question climatique et l'environnement. Et l'école. Voilà. Et ensuite, on trouve les questions de sécurité et d'immigration qui viennent bien après. Ouais, et l'extrême droite est à 30%. Ouais. Donc, c'est pour la santé. Oui, il a raison, Désolé, hein. Non, en fait, elle est à 30% parce qu'elle est dans le ressenti, pas dans les problèmes, et qu'elle considère à tort que si on virait tous les immigrés, tout irait en France. Oui, mais d'accord, mais comment vous expliquez par exemple que des émissions avec Zemmour font une audience terrible? Vous prenez la même avec Jadot, je suis désolé, c'est d'accord. Quand je dis ça, ça veut pas dire que j'approuve, mais c'est comme ça. De toute manière, c'est simple, le débat aujourd'hui tourne autour de la question de l'immigration qui est la cause de tous les maux en France. Donc on a trouvé un bouc émissaire, c'est le musulman. D'ailleurs, Zemmour, il nous propose une guerre civile. Valérie Pécresse nous ressort le Karcher. Emmanuel Macron n'a pas de programme, il en avait déjà pas en 2017. Donc rien de nouveau sous le soleil. Il y a Mélenchon qui a remis à jour son projet Avenir en commun de 2017. Yannick Jadot a sorti son programme samedi à Lyon, donc avec plus de 130 mesures justement sur la présidentielle. Après, Christiane Taubira qui a émergé de la primaire, moi j'étais assez attristée de voir ces dernières prestations médiatiques. Oui, alors devant la Fondation Abbé Pierre, ce fut calamiteux. Absolument, donc on se demande un peu si elle va aller jusqu'au bout et pourquoi en fait elle en est encore là. Et oui, on est dans un débat en fait qui ne répond pas ni aux attentes ni aux préoccupations, mais par contre, l'extrême droite a eu ce tour de force de réussir à pointer du doigt un responsable de tout ce qui va mal en France. Ouais, moi je pense que, comment dire, alors, pour parler peu et parlons peu, parlons bien, moi je pense que là, du point de vue des franco-maghrébins, musulmans ou pas, habitants de banlieue, etc., on est dans la mouise. Je veux dire honnêtement, là, pour moi, le seul espoir, c'est la gauche. La gauche forte aujourd'hui, c'est Mélenchon.
Donc il faut trouver le moyen, d'une façon ou d'une autre, d'unir les forces de gauche pour pouvoir leur donner une chance d'arriver au second tour, sinon on est dans la merde. Très honnêtement, hein. Je veux dire, Pécresse a Ciotti sur son aile droite, et lui, il a bien envie de nous régler notre compte. Je veux dire, très honnêtement, son discours n'est pas un discours d'amitié. Sinon, c'est Zemmour ou Le Pen. Et je veux dire, bon, Macron, pour moi, est totalement inexistant, quand bien même il pourrait aller, par miracle, là, sur un deuxième mandat. C'est quand même celui qui a pris pour ministre Gérald Darmanin, qui explique que Marine Le Pen est trop molle sur les questions de répression de l'islam. C'est bon de le rappeler. C'est bon de le rappeler. On est en désaccord sur Mélenchon, quand même. Hein. Je le dis, parce que Mélenchon, c'est une personnalité très clivante. C'est normal, tu prêches pour ta paroisse. Mais Mélenchon, il a tenté sa chance plusieurs fois. À chaque fois, il a raté. Il a fait 19% une fois, parce qu'il y avait des parasites. Il a fait 19%, mais il a raté. Et il est trop clivant, en fait. Au deuxième tour, il ne gagnera jamais. On ne sait pas. Moi, je pense que face à l'extrême droite, on peut miser sur éventuellement un front républicain. C'est la logique qui a été adoptée depuis des années de toute façon. Et je pense qu'entre Mélenchon et l'extrême droite, les Français sont susceptibles quand même, moyennant certaines alliances, de choisir une liste de gauche. Après, moi, je pense qu'on parlait de la candidature Taubira. Taubira, pour moi, elle n'est pas en liste pour la présidentielle. Elle veut négocier avec les candidats de gauche pour obtenir un ministère. C'est tout, quoi. Elle veut pas sortir du jeu. Voilà, Ismaïl, on t'a pas entendu là-dessus sur les candidats. Il n'y a pas de problème. Moi, comme dans pratiquement à toutes les élections présidentielles, il y a de la surenchère. Donc, chacun qui donne ou qui offre le mieux. Pour l'extrême droite, je pense que leur discours j'exagère, extrémiste, ce discours extrémiste est porteur, surtout par les temps qui courent. Par rapport à la conjoncture, l'extrême droite a vraiment le vent en poupe avec tout ce qui se passe. Quand on regarde, par exemple, les sondages faits sur l'islam, on se rend compte que 60%, voire plus de Français sont quasiment contre l'islam en France, pour ne pas dire contre les musulmans. Et si vous voulez, cette réalité, elle est en train de se concrétiser. Et on va le voir lors des élections. Et vous allez voir, moi je suis persuadé qu'il y aura Macron face à Zemmour. J'en suis sûr et certain. Ah oui. Ouais, carrément. Je risque de paraître un peu radical. Moi, je pense que ce sera Pécresse face à l'extrême droite. Probablement. Je veux dire, si la gauche continue à se diviser, on va... pour toi, le Macron, il passe pas le premier tour? Pour moi, il fait pas 25%. Je veux dire, bon, après, les instituts de sondage disent ce qu'ils veulent. Moi, je suis dans la France du quotidien, de tous les jours. Je connais pas de partisans de Macron. Ils sont bien cachés s'ils existent. Après, il doit y en avoir quelques-uns, mais 25%, un Français sur 4, j'y crois absolument pas. La République En Marche s'est effondrée dans toutes les élections intermédiaires. Elle a tout raté quasiment. Enfin, il peut miser sur son nom. Moi, je pense pas qu'il. Il a quand même gardé son socle électoral, pardon. Avec 60% d'abstention. Excusez-moi, pour les élections européennes, le parti de Macron a été classé combien? Deuxième. Premier. Non, deuxième. Premier, deuxième, mais premier. C'est le FN qui a alors, premier. je croyais, vous venez de dire, il s'est effondré dans la municipale. Avec 80% d'abstention. Ah oui, non, mais pareil, si on a... Là, je pense que les gens vont aller voter et qu'ils vont lui donner une raclée électorale. Moi, c'est mon pari. Après, j'ai envie de vous dire, voilà, quand on parle aux gens musulmans et autres, pas que musulmans, aux Français aussi de gauche ou qui aspirent à plus d'égalité, j'espère que vous mesurez la gravité de la situation. Je veux dire que même là, Macron, si vous regardez bien autour de vous, je ne parle pas des sondages parce que les gens sont focalisés sur les chiffres. Alors, comme dirait l'autre, ça dépend. Je participe à des débats où on dit oui, mais la sécurité a baissé de 3%. Non, mais ça dépend dans quel milieu vous vivez et qui vous fréquentez. Alors, moi, je peux vous dire, je suis dans des cercles où les gens sont macronistes. Parce que c'est des cercles, il y a quelques universitaires, quelques avocats, quelques médecins, quelques, hauts fonctionnaires. Et on peut pas nier l'existence de ces gens. C'est la France qui va bien. Moi, j'habite en Seine-et-Marne. Je suis d'accord avec vous. Et je travaille dans une ville de 100 000 habitants, en Seine-Saint-Denis. Bon, bref. Voilà. Donc, j'ai aussi mes repères qui sont pas universels. Oui, tout à fait. C'est pas la France, c'est ça. La France qui va mal, alors, on a Waïd qui est avec nous, qui nous appelle de Metz. Non, mais je retiens Sabrina. Ceux qui contestent le plus, et qui parlent le plus, et qui descendent le plus, le jour du vote, ils n'iront pas aux urnes. Et donc, vous pouvez avoir des... C'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça qu'on leur parle, c'est pour leur dire d'y aller. Alors, pardon, mais je disais que, juste avant pour finir ma phrase, moi je pense que tout a été fait depuis quelques années, il ne faut pas seulement parler au futur, pour rendre la vie impossible aux Maghrébins, aux musulmans, aux descendants d'immigrés de 3e et 4e génération. C'est-à-dire que là, on a toujours des contre-exemples qui vous feront dire, oui, mais regardez, un tel a réussi, un tel est secrétaire d'État ou je ne sais quoi. Moi, je pense que là, aujourd'hui, pour les gens qui sont dans les institutions, dans les entreprises, etc., la répression administrative et judiciaire est extrêmement féroce. Et si on continue dans cette dynamique, la vie va devenir impossible pour les gens issus de ces communautés. Nous avons beaucoup de réussites individuelles,
mais pas encore de réussite collective, parce que nous ne partageons pas la même conscience Absolument. de communauté ou de groupe ou Même la d'intérêt, réussite individuelle est entravée. ou même de classe sociale. Même la réussite individuelle commence à être entravée. Vous avez vu l'émission Zone Interdite à laquelle j'ai participé, j'ai été interviewé dans cette émission. Je veux dire, il y a des gens qui sont réprimés au plan administratif, et c'est plus seulement aujourd'hui les sandwicheries. C'est les cabinets d'avocats, les cabinets médicaux, c'est les entreprises. Voilà, c'est la répression administrative. Ils passent ce qu'ils appellent la CLIR ou les CODAF, comme vous voulez. Hein, c'est un peu différent, mais c'est à peu près le même esprit. Ils passent avec un agent de l'URSSAF, un agent des impôts, la police nationale, le ministère de tutelle, c'est-à-dire soit l'ARS, l'hygiène, la DDPP, etc. Ils passent dans un établissement juste avant. Vous avez 10 salariés, c'est prospère, tout va bien sous le soleil. Quand ils repartent, vous êtes en caleçon, quoi. Voilà, c'est terminé pour vous. Donc je veux dire, ça s'applique de plus en plus, et on va vers des jours assez sombres si vous vous réveillez pas, les amis. Moi, je vous le dis. Bon, Waïd est avec nous, il nous appelle de Metz. Salut Waïd. Oui, bonjour. Alors tout d'abord, excusez-moi, je suis un peu malade. Bon, j'ai le Covid. Ah, bon bah. Du coup, si vous m'entendez mal, c'est que c'est normal. La première chose. T'es pas à la maison, toi? T'as le Covid, tu t'isoles pas, Waïd? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Si, je suis à la maison. Ah bon? T'es pas en voiture là? J'ai l'impression que t'es en voiture là, Waïd. Non, je suis à la maison là. Ouais, bon, alors, vas-y. Et donc la première chose que je voulais vous indiquer, c'est que je trouve très bien aujourd'hui qu'une radio comme la vôtre engage un débat sur les prochaines élections présidentielles. Il en va quand même de notre avenir. Et pour revenir à la question de base qui avait été posée, donc à savoir est-ce que il y a un candidat qui se dégagerait aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un programme en particulier qui se dégagerait? Moi, j'ai envie de dire que la bonne question, c'est qui aujourd'hui a véritablement le pouvoir législatif en France? Est-ce que ce sont les institutions européennes, en partie, totalement? À quel pourcentage? Qui fait quoi? Et que décide concrètement aujourd'hui le gouvernement et l'Assemblée nationale? Ouais, c'est pas faux comme c'est pas mauvais comme question, j'ai envie de vous dire. On est dépendant d'énormément de choses au niveau européen finalement. Et ce que est en train de vous dire Waïd, c'est que finalement, quel que soit le gouvernement, le président, la présence, la majorité législative à l'Assemblée nationale, on est quand même soumis à pas mal de directions qui nous viennent de l'Europe, quoi. Pas en termes de politique intérieure. Ouais. Exactement. Ou moins, en tout cas. Ouais, c'est ça, Waïd. Il y a deux, trois chasses gardées, effectivement, qui sont encore du ressort des gouvernements, mais tout ce qui est économique, tout ce qui est politique, non pas politique étrangère, tout ce qui est économique, que je dise pas de bêtises, tout ce qui est lié aux frontières en général, à l'immigration en général aussi, c'est plus du ressort des gouvernements. Finalement, ce qui est du ressort des gouvernements, c'est la sécurité intérieure, ça c'est clair, c'est encore du ressort des gouvernements. Pour le reste, très honnêtement, je vois pas en quoi le futur gouvernement, de toute façon, pourra décider d'une quelconque politique au niveau national. Waïd, est-ce que vous avez fait votre choix, vous, pour la présidentielle ou pas encore? Vous êtes de ceux qui allaient vous déplacer ou pas? Comment Alors, moi, je vote depuis que j'ai l'âge de 18 ans. J'en ai 44, j'ai toujours voté et je considère qu'il faut voter, que c'est un pouvoir qu'on nous donne à un moment donné. Voilà, même si c'est pas parfait, il y a rien qui est parfait de toute façon. On nous donne un pouvoir, donc il y a un moment donné, il faut essayer de lire les programmes, essayer de s'intéresser aux différentes personnalités, et puis derrière voter en son âme et conscience. Après, j'aimerais rebondir quand même sur ce qui a été dit par un de vos invités. La gauche, la droite, le centre, il n'y a pas, je pense pas qu'il y ait une personne en particulier qui sauvera les concitoyens français, quelle que soit leur religion. Moi, je pense que c'est à tous les Français de s'intéresser d'abord au niveau local à ce qui se fait, ensuite au niveau régional et ensuite au niveau national. Ça veut dire concrètement s'investir. Ça ne veut pas forcément s'investir pour devenir quelqu'un ou quelque chose en politique,
mais participer à des petites actions comme ça, que ce soit au niveau de sa ville. Pour vous répondre, vous avez raison. De sa région, etc. Vous m'entendez ? Voilà. Oui. Pour vous répondre, vous avez raison, personne ne va vous sauver. Par contre, il y en a qui vont vous enfoncer. Ça, je peux vous l'assurer. Alors moi, sur cette radio, j'ai une expression qui m'est venue, Christophe la connaît il y a longtemps, tu t'organises ou on t'organise. Donc à partir du moment où toi, dans ton cercle, tu t'organises pas pour faire les choses, pour proposer, pour travailler, tu donnes le bâton pour les autres qui viennent te battre. Voilà, mais ça, alors, en termes de valeur, de discours, je suis d'accord. Mais c'est pas de valeur. Je veux dire, si nous... Je finis une phrase. Allez-y. En termes de valeur, je suis d'accord, il faut s'organiser, etc. Ça, c'est un projet de long terme. Mais moi, je vous parle d'une élection qui a lieu là dans moins de 2 mois. Et là, moi, ça presse, quoi. Je veux dire, c'est le mois prochain. Et qu'est-ce qui nous empêche, nous, ou quelques-uns, d'aller présenter un candidat, Non, pas présenter. D'aller faire, d'abord, de réfléchir ensemble pour dire quel est le moins mauvais des candidats et non pas le meilleur, parce qu'il n'y a pas de meilleur. Voilà. Ça va à l'encontre des propos de cet auditeur qui dit personne va nous sauver. Moi, je vous dis effectivement, je ne sais pas si quelqu'un va vous sauver, mais il y a quelqu'un qui veut vous enfoncer. Et il y en a plusieurs. Il y en a qu'un seul. On les a repérés. Voilà, merci Waïd, en tout cas, pour ton appel. Dans un instant... On doit réfléchir en commun pour dire quel est le moins pire. Et si on y arrive par extraordinaire, comment on fait pour sensibiliser les uns et les autres pour choisir ce moins pire? Mais si au-delà de ça, il y a 2 blocs qui s'opposent à chaque élection. Oui. Le premier qui est celui des boucs émissaires, c'est les banlieues, c'est les musulmans. Et l'autre qui est l'instrumentalisation des banlieues pour récupérer les voix. Hollande l'a fait, Macron l'a fait. Sans exception. Voilà, ils l'ont tous fait. Dans un instant, les époux Balkany au cœur de la tempête judiciaire. À tout de suite. Noam Anouar, Smaïn Tefour qui sont avec nous. Et ça y est, on reparle une nouvelle fois direction Levallois-Perret pour parler des époux Balkany. Et ils sont en colère et pour cause. Ils leur reprochent une centaine d'incidents. Le non-respect des horaires, l'absence à des rendez-vous avec leurs conseillers de probation ou encore le non-paiement d'acompte qu'ils doivent verser au fisc. Patrick Balkany aurait notamment été vu à plusieurs reprises dans son ancien fief de Levallois, à une heure où il aurait dû être chez lui. Je ne suis jamais sorti de la propriété. J'ai été jusqu'au portail, où j'ai été jusqu'à la grange, et à chaque fois, ça durait 2 minutes, 3 minutes, et personne ne me l'a jamais d'ailleurs reproché. C'est d'autant plus idiot, entre guillemets, ces dépassements, qu'ils allaient en mars, ça allait s'arrêter. Ils étaient à un mois de leurs 9 mois de bracelet. La chambre d'application des peines de la Cour d'appel de Rouen a donc décidé d'incarcérer les époux Balkany. Isabelle Balkany a une nouvelle fois tenté de mettre fin à ses jours, il y a quelques instants. Oui, peu de temps après avoir appris la décision de justice par ses avocats. Je vais porter plainte pour mise en danger de la vie d'autrui, parce qu'il savait très bien que ma femme était fragile, et il lui a envoyé ça, et maintenant elle est à l'hôpital. Elle va être entre la vie et la mort. Patrick, les juges sont des méchants. T'inquiète, Patrick, personne ne les entend. Patrick, tu es fort, fier et franc. Merci, Patrick, c'est bien toi le plus grand. Patrick Balkany et Isabelle Balkany, donc au cœur de l'actualité. On va juste rappeler donc qu'ils étaient sous bracelet. Et effectivement, il leur restait peu de temps. C'était en mars que cela devait prendre fin. Ils auraient fait, selon les juges, donc quelques entorses. Ils seraient sortis à des heures où ils devaient être présents à domicile. Par rapport aussi au remboursement, ils tardent aussi à rembourser. Du coup, les juges ont décidé de les renvoyer en prison. Isabelle Balkany a fait une tentative de suicide hier. Balkany, vous l'avez entendu, s'est énervé. Est-ce que les époux Balkany en font-ils trop, Tarek Mami? Moi, je veux faire simple. Moi, j'ai été étonné par les médias et pas par les Balkany. Les Balkany sont dans leur rôle de sauver leur peau, entre guillemets. Mais qu'une demi-heure après la décision de justice, 2 télévisions dites d'information continue leur ouvrent antenne, qu'une des 2, elle envoie sa journaliste vedette à la maison pour faire un direct, c'est la déontologie dont on a parlé tout à l'heure qui m'interroge. Et dans ce cas, que doit faire le président du tribunal? Venir parler pendant 1 heure? Je veux dire, c'est ça qui me tracasse. Mais que les Balkany disent j'ai fait, j'ai pas fait. Sur le fond du dossier, ce monsieur, il est un citoyen comme les autres, on lui a mis un bracelet, on lui a dit, monsieur, à 17h, vous êtes chez vous, par précaution, n'importe qui, à 16h30, il est chez lui, et il dit pas, je suis pris par la circulation. Donc, moi, mon reproche principal, c'est pour mes collègues journalistes, qui, en cherchant le buzz, j'allais dire,
ajoutent à cette ambiance d'angoisse d'aujourd'hui et qui ne font pas du journalisme, mais il y a un mot américain qui s'appelle entertainment, alors c'est en fait un mélange entre le fait divers et l'information, et qui fait qu'on parle plus de faits divers que du fond de la question. Sabrina, les époux Balkany en font-ils trop ? Moi, je trouve qu'on est descendu tellement bas dans le débat et le niveau politique et de ce qu'on voit aujourd'hui. Ça donne une image déplorable déjà du politique. Ça dégrade aussi l'image des journalistes, effectivement, comme ça a été dit, d'aller courir après ces deux personnages qui, effectivement, n'ont pas respecté finalement les conditions de leur bracelet électronique et de leur sortie donc, de prison. Et dans le même temps, j'ai envie de vous dire, on assiste à des débats où on a Madame Pécresse qui nous dit qu'il faut des peines différenciées pour les jeunes de quartiers populaires, donc des peines plus dures. Voilà, et c'est le débat actuel, en fait, sur la justice, une justice qui n'est plus à deux vitesses, mais c'est pire que ça, en fait. C'est pas la justice. Oui. C'est le commentaire de la justice. Mais oui, mais c'est indécent. Pour moi, vraiment, c'est indécent. Noam. Alors moi j'aime, encore une fois, je veux dire, j'ai une opinion un peu à contre-courant de ce qui s'est dit, parce que je trouve que il y a une direction qui nous est tendue comme ça et proposée par les médias, elle est évidente, faut lyncher les Balkany. D'ailleurs, même à l'époque où il était encore maire, Patrick Balkany avait droit à son paragraphe dans le Canard enchaîné toutes les semaines. Pour ceux qui lisent, il y avait toujours une rubrique Balkany où on avait un truc à raconter sur lui. Puis là, quand on écoute l'extrait d'info que tu as diffusé, on dit « Il aurait été vu dans la ville de Levallois-Perret à une heure à laquelle il était restreint par son bracelet électronique. » Donc, il aurait été vu, moi, j'aime pas. Tu vois, honnêtement. Ça a été précisé par la Cour, d'ailleurs, qui a répliqué aujourd'hui aux attaques des Balkany. Effectivement, on a les preuves qu'ils ont... Ouais, ils ont une lettre de dénonciation d'un mec qui a dit « J'ai vu le vieux au café. » Alors, le mec, après, il répond en disant « J'étais juste devant mon portail à une heure, effectivement, où c'était un peu borderline. » Donc, on parle pas d'un mec, d'un criminel, quoi. Je veux dire, le mec, il était devant son portail, mais il y a quand même... On a trouvé un mec qui a eu... à utiliser son temps pour aller le balancer à la justice pour qu'il aille en tôle. Bon, je veux dire, tu vois, alors c'est l'ancien flic qui parle. Bon, la justice a tranché, il y a des preuves et on revient pas sur le fond du dossier. Mais quand on vit dans la France d'aujourd'hui, au regard de ce qu'on observe autour de nous, est-ce que c'est fondamental d'envoyer un couple de... Ils sont septuagénaires, c'est ça? Ou octogénaires peut-être en prison? Je veux dire... 73 et 74. Ouais, donc moi je participe pas à ce lynchage parce qu'on sait... Alors dans ce cas, il faut écrire un papier pour dire... Tous ceux qui en 74 ne vont pas. Quel âge il a, Abdallah Ibrahim Georges? Oui. Quel âge il a? Non, moi je fais pas la justice à la place de la justice. Non, mais c'est quel âge il a? Vous avez mal compris peut-être mon propos. C'est que voilà, on nous propose une direction, lyncher les Balkany. Moi, je rappelle que c'est pas les mêmes faits, quoi. C'est eux qui ont joué avec les médias et qui ont décidé de médiatiser, de surmédiatiser leurs affaires. Ils ne respectent pas la loi, ils vont en prison comme tout le monde. Absolument. Ça, absolument, oui, absolument. ça effectivement. Bon, c'est pas des justiciables ça, oui, effectivement, je suis pas contre. Mais après, l'idée de dire oui, ils ont été vus, etc. Moi, je trouve que ça prend des proportions. Oui, c'est la balance, quoi. Elle a été poucave. À un moment, je pense que voilà, il faudrait ne plus en parler. La justice fait son travail de son côté. Si effectivement, il a de bonnes raisons d'aller en prison, qu'il y aille. Moi, je n'ai pas étudié le fond du dossier. Mais la question, mais je trouve qu'il tombe à 16h. Ça, on est d'accord. Et lui, alors Mohamed, pour revenir à cette communauté, ou André, je sais pas quoi, à 15h, il est condamné. Il peut appeler toute la presse du monde qu'il veut. Il peut tout faire. Personne ne saura jamais qu'on lui a enlevé le bracelet. Alors, je vais mettre les pieds dans le plat. Ce pourquoi... Non, tu mettras les pieds dans le plat dans un instant. J'ai une dernière pub et tu remettras les pieds dans le plat dans un instant. Ne bougez pas, tout de suite. Christophe sur France Maghreb et France Maghreb 2. Noam Anouar, Smaïn Tefour, Tarek Mami, Sabrina Sebaï pour les quelques minutes qui nous restent. Alors Noam, pardon de t'avoir coupé, mais là, voilà, les impératifs publicitaires m'y ont obligé. Donc tu voulais rajouter quelque chose? Ouais, en fait, j'ai un peu perdu le fil. On était sur les Balkany. Oui. Voilà. Donc, bon, en gros, je pense que mon point de vue a été compris. Voilà. Smaïn Tefour sur les Balkany. Ça marche. Est-ce qu'ils en font un peu trop? Franchement, j'ai pas d'avis personnel à porter sur cette histoire-là. Sauf que on est dans un état de droit. Quand on était dans un état de droit, tout le monde est supposé être soumis aux mêmes règles. Les Balkany ont fait plus de 100 manquements. Il y a eu 100 manquements qui ont été retenus à leur encontre. Donc je ne vois pas pourquoi on va faire un passe-droit pour des gens sous prétexte qu'ils sont âgés ou sous prétexte qu'ils sont malades. Bon, la maladie, elle est prévue, il est vrai, mais quand c'est vraiment avéré par la loi,
Donc, ce qui a été leur cas à un moment donné, parce que leur peine a été quand même donc allégée, parce qu'à la base, il faut quand même faire la genèse de cette histoire. Ouais. Voilà, ils étaient condamnés à 3 ans de prison ferme. Donc, pour des considérations, on va dire, humanitaires ou humaines. Le matelas était trop dur. Pardon ? Le matelas était trop dur. Ah, pardon. Donc, du coup, ça a été allégé et ça a été donc réduit au bracelet électronique. Et malheureusement... Qui devait s'arrêter le 10 mars. Absolument. Moi, je pense que ça, c'est une entourloupe. Moi, je pense qu'il était prévu que, de toute façon, ils y retournent. Et puis, voilà, je veux dire, ah, mais juste avant, c'est vraiment con ce que vous avez fait. Vous n'auriez pas dû sortir de chez vous. Il avait dit, pardon de te couper, il avait dit aux médias, en direct, il avait dit, la prison, pas question. C'est comme s'il avait... vous avez la même situation avec M. Guéant, qui, lui, est condamné avec sursis à paiement. C'est des gens qui touchent quand même 12 000 euros de retraite minimum par mois et qui ne trouvent pas les moyens de verser 15% de leur salaire en remboursement des dettes. Je veux dire, on ne les assassine pas. Mais mon cher Amine... Ils sont encore dans la mentalité ancienne. Absolument. Nous, en politique, on risque rien. Or, on a changé d'époque. Non, mais le problème qui se pose... Je pense que la justice a ses têtes. Je veux dire Cahuzac a été condamné pour des raisons qui sont très similaires à celles des Balkany. Il n'a pas mis un pied en prison, quoi. Je veux dire, donc il y a des choses. Une autre époque. C'est vrai. Tiens, Cahuzac, c'est un bon exemple. Hein. On a changé d'époque. Sarkozy aussi, tu vois, voilà. Sarkozy, ouais. On a changé d'époque. Et pourtant, on dit qu'on a aboli les privilèges dans c'était en 1789. Oui, mais je sais bien. Mais pas aujourd'hui. Mais ça reste utopique quand même. Non, maintenant, on est dans la transparence de la vie publique. Houssen est avec nous au téléphone. Salut Houssen. Salut Christophe, salut à tout le monde. Salut. Et moi, j'ai rien compris par rapport aux propos du flic qui avait dit. À quoi sert un mouchard ? Il n'y a pas de débat là-dessus. Un mouchard sert à pister les gens. Si Balkany, il a été soi-disant vu ou pas, on s'en fout. Le mouchard, c'est un traceur. Il a tracé son trajet et tout, et puis on n'en parle plus. Il n'y a pas de débat là-dessus. Bon, je crois que c'est Noam qui était visé là pour le coup, hein. Non, cher Noam. Si, c'est toi qui étais visé là pour le coup. Ouais, bah après, bon, je veux dire, moi je suis pas dans le dossier, je pense que monsieur non plus, sauf si par miracle c'est peut-être l'avocat des Balkany, je sais pas. Mais je veux dire, le bracelet, effectivement, il donne la position GPS, il y a une précision, il y a un degré de précision. Bon, alors moi je rebondis sur le propos qui a été tenu dans l'extrait qui a été diffusé par Christophe, où on dit il a été vu dans la ville de Levallois-Perret. Donc effectivement, s'il a été vu, c'est pas un argument, donc il faut pas le dire à ce moment-là. Je veux dire, ça on verra quand on aura le jugement entre les mains, que voilà. Le jugement, parce que ça m'étonnerait que les juges se sont contentés d'une lettre, il a été vu. Bah oui, bien sûr. Il y a un créneau comme le dit, qu'il n'a pas respecté. Comme le dit Noam, les bracelets, on a les GPS, voilà, on sait exactement à l'instant T où ils sont. Normalement, tout citoyen est censé déclarer lorsqu'il voit un délit, donc... à partir du moment où on sait que Balkany ne respecte pour la société pas... de la balance, toi, c'est ça. C'est l'article 40. C'est l'article 40. C'est pour la société de la balance, Sabrina. Se cacher derrière ça. Mais non, mais c'est pas une question. Mais Sabrina, il avait un bracelet, donc tout le monde savait très bien qu'il respecte pas. Et voilà, ça a été dit. Moi, j'aime pas cette société où on balance tout le monde. Il y a 100 manquements. Ouais, voilà, quand il y avait le premier confinement et que les gens sortaient, j'avais des amis qui étaient en police secours, ils me disaient le standard des appels 17 est inondé. Bah oui. Et c'est vrai que normalement, c'est pour les urgences, c'est-à-dire on appelle quand on a assisté à une scène de violence, une agression. Et là, les gens disaient j'ai mon voisin qui promène son chien. Non, mais c'est vrai. J'aime pas. Tu as raison. Après, il a raison. Ouais, faut pas. Il y a les mouchards électroniques qui sont faits pour ça, etc. Bah, justement, s'il y a des mouchards électroniques qui existent, bah à ce moment-là, on n'a pas. Non, mais ce que je veux ça dire rappelle juste la France 1940, 1940. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il a eu 100 manquements. C'est pas juste ce coup de fil ou cette lettre qui dit on l'a vu à tel endroit qui fait que. Alors, on retombe dans ce que j'ai dit juste avant. Alors, faut pas à ce moment-là nous faire croire que il était juste au portail, voilà, de l'abolition, voilà. Et puis hop, il a fait une connerie de justesse qui l'a fait plonger en prison. Non, voilà, s'il y a eu 100 manquements, bah à ce moment-là, il n'était pas à la limite d'être libéré. Son portail n'est pas en face du marché et le marché n'est pas en face de son portail. Non, moi je pense qu'il a juste pas compris que c'était une époque différente et qu'il ne pouvait pas faire comme si la justice ne le concernait pas. Oui, mais les Balkany ont été protégés un temps quand même, il faut le dire. Les Balkany ont été protégés un temps, voilà. Bon, eh bien écoutez, sur ce, on va se souhaiter un bon week-end. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup mon Noam. À très vite. Merci Ismaïn. À très vite. Bah Sabrina, tu reviens avant l'élection quand même. Bah oui, je vais revenir. Non mais dépêche-toi parce que quand on sera en campagne officielle, je te dis tout de suite, tu pourras plus venir. D'accord, je vais revenir, promis. On est d'accord, Tarek Mami. Porte-parole de Jadot, elle peut plus venir après. Tout à fait. Et la campagne officielle, c'est quand ?
Mais attends, mais on est très en retard, nous, sur les taux d'audience. Non, mais c'est quand la campagne? C'est à partir du moment, je crois, où les parrainages. Oui, 26 février. Oui, vous avez intérêt à venir 2 fois, parce qu'à partir du 27, vous êtes dehors. Absolument. Alors je crois, mon cher Tarek, qu'il faut vérifier que c'est pas forcément au niveau du dépôt des parrainages, mais plutôt quand le Conseil va statuer, c'est-à-dire le 4 mars. Vous avez raison. Le 4 mars, c'est la date. Voilà. 2 fois d'ici au 4 mars. Voilà, c'est ça. Il y en a pas mal de chroniqueurs qui vont pas pouvoir venir là pour le coup. J'en connais quelques-uns. Allez, bon week-end à tous. Dans un instant, c'est Parler Islam avec Samir Abslam. Passez donc un bon week-end. Merci de votre fidélité à l'écoute de France Maghreb 2 et du Grand Forum, bien sûr, tous les jours de 16h à 18h. Votre émission de référence, on parle actu, on débat, on échange avec vous, chers amis auditeurs, au 01 40 33 9000. Passez toutes et tous un excellent week-end, bien branché, France Maghreb 2. Parlez Islam, Samir Abslam, c'est dans un instant sur votre radio. France Maghreb 2, France Maghreb 2, sur 94 FM. Sur 94 FM. À Clermont-Ferrand et toute sa région. Merci d'écouter France Maghreb 2, vous avez bien raison, il est exactement 18h, l'essentiel de l'actualité, le journal, c'est maintenant, bonsoir.